le syndrome de l'imposteur, c'est se concentrer plutôt sur des regards négatifs et avoir l'impression de ne pas être à sa place, alors que tout te dit que tu fais quelque chose de bon et que tu te préoccupes de la mauvaise chose, en fait, finalement. Et moi, je mettais trop mon focus sur mais qu'est-ce que les autres profs vont penser de moi? Et un jour, je me suis dit, mais regarde les sourires qu'il y a dans ta salle, quoi. Regarde les gens qui te disent merci, regarde ce que tu fais. Et en fait, un jour, je me suis détachée de ça, ça a pris du temps. Mais comment? Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Élise Bouskila, aka Élise Pom Pom Girl. Élise, comme tu l'as deviné, pratique la danse pom pom en tant que prof, mais elle se définit avant tout comme une coach en énergie positive. C'est le seul épisode qui a été tourné chez moi, car elle était de passage sur Paris. J'étais super stressé, car c'était encore le bordel 1 heure avant qu'elle arrive, mais je crois que j'ai réussi à avoir un appartement présentable. Avec Élise, on a parlé d'énormément de sujets, notamment de comment elle a toujours fait de la danse, mais qu'elle avait été dégoûtée par la version enseignée au conservatoire. On a aussi parlé d'affirmation de son corps, d'acceptation de sa féminité et de sa manière de gagner de l'argent. C'est un moment passionnant qui représente vraiment pourquoi je fais ce podcast, notamment en ce qui concerne l'image que l'on a de ce que devrait être un artiste et cette image qui nous paralyse justement. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. Je suis avec Élise Bouskila. Bonjour Élise. Salut. Je commence toujours en demandant aux gens comment on s'est rencontrés. Je suis pas sûr que je me rappelle, je sais qu'on s'est rencontrés à l'école. Bah oui, du coup, en fait, c'est difficile de dire une journée particulière, parce qu'il n'y a pas eu un événement, mais on était en école de commerce ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que tu étais dans l'association Pom Pom à l'époque tout à fait. De l'école, et que, on s'est jamais trop fréquenté à l'école, mais que je t'ai revu, je sais pas, 2-3 ans après, tu me diras sur la chronologie, où tu refaisais des trucs. Alors au début, t'as fait un job plus classique, je crois. En fait, j'ai fait les deux tout de suite en sortant de l'école. T'as fait les deux tout de suite. Ouais, j'ai donc, fait les deux tout de suite. J'ai même, en vrai, j'ai commencé, mon premier métier, c'était Pom Pom avant un autre métier, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis sortie de l'école de commerce, tu dois le savoir mieux que personne, il faut qu'on fasse un stage de fin d'année. Ouais. Et en fait, à l'époque, j'ai réussi à me faire recruter dans une société de joaillerie, où j'avais bossé comme ça un été parce que je voulais connaître le métier terrain. Et donc, j'ai commencé à ça pour faire mon stage de fin d'études. Et en même temps, j'ai lancé les premiers cours de danse pom-pom à Paris en septembre 2011. Ah oui, on peut lancer immédiatement. Ouais, sachant qu'officiellement, je suis diplômée en mars 2011. Comment t'es arrivé à faire du pom-pom? C'est un truc qui est pas, surtout en France, il y a une culture, je pense, plus forte aux États-Unis. Tu veux la version courte ou tu veux la version très longue? Non, version longue. Alors si je fais que le pom-pom, j'ai découvert aussi à l'école. Donc d'accord, t'en faisais pas avant l'école, t'as découvert ça grâce à l'association de l'école. Donc tu m'as connu. Okay. Tu m'as connu avant, tu m'as vu découvrir le pom-pom en même temps. Je l'ai découvert que à l'école. Mais parce qu'en fait, je danse depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Ah. Donc en fait, moi quand j'étais petite, je rêvais d'être danseuse professionnelle. C'était le métier que je voulais faire. J'ai fait 15 ans de danse classique. J'en ai fait à très bon niveau, j'ai fait des concours régionaux et donc je rêvais vraiment d'en faire mon métier. T'as aimé les 15 ans que t'as fait? J'adorais la danse classique, mais j'ai pas tout aimé. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est pas comme ça que j'ai pas continué vers cette voie-là. Qu'est-ce que t'aimais pas? Parce que moi, si tu veux, j'ai commencé à faire ça dans un petit village à côté de chez moi en mode, tu sais, maison pour tous. Et après, j'avais un très bon niveau, donc j'ai été inscrite à côté, je faisais ces concours, etc. Et donc moi, j'adorais, mais c'était une ambiance très famille. Tu vois, même d'une année sur l'autre, on avait un peu comme à l'école le système de parrainage. On appelait ça les petites mères à l'époque. Et donc, en fait, on avait toute une petite mère de l'école du niveau au-dessus, en fait, qui était là. Les spectacles, c'était tous les niveaux ensemble. C'était très familial, quoi. Enfin, bref, une école de danse comme plein de provinciaux connaissent, parce que c'était à Marseille à l'époque. Et donc, très maison pour tous, assez familial, même s'il y avait quand même beaucoup d'exigences liées à la danse classique qui est très un peu à l'ancienne. La prof avec le bâton, un peu rigide, mais qui était quand même très aimante, qui vraiment était quand même très soutenante. Et en fait, comme j'ai voulu en faire mon métier, arrivé au collège, j'ai demandé à en faire professionnellement et mes parents n'ont pas voulu. Ils m'ont dit... Nous, danse-études, c'est pas possible. La danse, c'est pas un vrai métier, trop risqué et tout. Ils avaient peur? Ils avaient très peur que je puisse pas en vivre. À juste titre, je vais te raconter pourquoi. En fait, du coup, on a passé d'un commun accord. J'étais très motivée.
Ils m'ont dit, t'as le droit de le faire si tu arrives à mener ça en plus d'études normales. Donc j'ai été inscrite dans un collège normal, mais j'étais dans une école de danse où il y avait aussi danse-études. T'as fait un collège normal plus une école de danse. Plus une école de danse. D'accord. Et donc je dansais tous les soirs, tous les week-ends. Wow. Pendant les répétitions, j'allais jusqu'à 30 heures de danse par semaine en plus du collège. Et en fait, c'est là que ça a changé. Parce qu'en fait, cette école-là, c'était plus la maison pour tous, c'était une école de préparation au conservatoire, de préparation vraiment à être étoile. Et en fait, là, j'ai découvert un autre monde, mais vraiment un autre monde. Notamment, du coup, on était très peu à faire beaucoup de danse à côté dans cette école. Et la majorité des élèves étaient des élèves de danse-études. Et en fait, c'était la compète, c'était très malveillant. Moi, j'ai vu la directrice. Je raconte souvent cette histoire parce que c'est vraiment ce jour qui m'a marquée. Il y a la directrice de l'école, qui était une ancienne directrice du Conservatoire de Marseille, d'ailleurs, du Ballet National de Marseille. Donc, pour te dire l'école un peu que c'est, qui était en train de hurler sur une des élèves dans plein milieu de toutes les élèves. Donc, à l'époque, j'ai 12 ans, à l'époque. Elle devait avoir une 16, 18, tu vois, pré-étoile. Vraiment, elle devait faire ça presque en temps plein. Et en fait, elle est en train de lui hurler dessus en lui disant « Tu ne réussiras jamais, t'es qu'une sale grosse » parce qu'elle avait pris 500 grammes sur la pesée de la semaine. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Et ça m'a marqué, je me suis dit « Mais... » Ah oui, c'est vraiment très violent. Ah ouais, c'est hyper violent. Moralement, c'est ultra violent. Et moi, je me souviens me faire toiser par des enfants de 8 ans qui regardent mon pied. Et en fait, en danse classique, il y a on va dire une espèce de norme qui se voit sur le pied, qui s'appelle le coup de pied. C'est la bosse qu'on a là sur le dessus du pied. D'accord. Et en fait, en danse classique, quand tu travailles ton coup de pied, tu crées une bosse. Et t'as des gens qui ont des coups de pied naturels, très bombés de base, et t'as des coups de pied travaillés. Donc des coups de pied où tu dois plus forcer. Et donc, tu vois des enfants de 8 ans qui font le coup de pied et ils disent « Ah, c'est un coup de pied travaillé, il est même pas naturel. » Ça veut dire qu'à 8 ans, t'as déjà la pression et l'esprit de compétition. À 8 ans, déjà la comparaison. Et donc, moi, je suis là et je fais partie d'un espèce de milieu qui est... En même temps, j'arrive comme amateur en plus parce que je fais pas partie de danse-études, mais moi, je sais que c'est pour me professionnaliser. Et donc, je suis dans des cours où il y a aussi des enfants qui viennent là pour en faire en tant que loisir, etc. Et en l'occurrence, je connais la fille d'un ami à mon père qui est dans la même école et qui, elle, en fait comme ça pour découvrir la danse classique. Et qui, à l'époque, on parle de 12 ans, est un peu ronde. Je mets des très gros guillemets, vous pouvez pas les entendre, mais je les fais vraiment avec mes doigts. Parce que tellement... Je le dis pour le signifier qu'on comprenne l'histoire, mais si tu veux, tu la verrais aujourd'hui. Oui, ronde comme l'autre qui a pris 500 grammes et qu'on a dit. Mais non, mais ronde comme une enfant de 12 ans, mais même pas comme une enfant de 12 ans d'ailleurs. J'aime pas dire ronde parce que c'est même pas ronde, elle avait un corps parfait, qui lui allait très bien, qui avait pas à être jugé, mais qui est ronde pour la danse classique. Et en fait, qui se fait regarder de travers, et pia, et ça blablate et tout. Et je rentre chez moi le soir en pleurs, et ma mère me dit, mais qu'est-ce qu'on t'a dit ? Et moi, je raconte cette histoire et je dis, mais moi, on m'a rien dit. Et d'ailleurs, ça va faire le lien avec l'hypersensibilité, qui est aussi mon sujet. Parce qu'en fait, à l'époque, moi, personne ne me fait de remarques sur mon corps. Personne ne me fait de remarques sur mon niveau, sur quoi que ce soit. Mais je ne veux pas, et je quitte la danse classique à cause de la malveillance ambiante, alors qu'elle ne me concerne pas. Parce que je supporte pas ça, c'est pas possible pour moi. Et en fait, je peux pas accepter d'avancer dans un milieu qui correspond aussi peu à mes valeurs. Et en fait, si tu veux, mes parents n'ont pas compris. Donc j'ai fait qu'une année dans cette école. Je suis quand même allée au bout, aussi par respect par mes parents qui avaient payé l'année. Donc tu vois, on a dansé au Dôme de Marseille, c'est très prestigieux et blablabla. Mais si tu veux, j'y suis allée à contre-cœur. Parce que pour moi, je dansais à côté de gens qui partageaient pas mes valeurs. C'était pas ça pour moi la danse. C'est tellement dans la transmission, c'est quelque chose de plaisir. Pour moi, il n'y a pas de corps pour danser. Il n'y a pas de corps. Enfin, je veux dire, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai fait des projets handi-pom avec des filles en fauteuil roulant, des amputés, des handicaps invisibles et tout. Il n'y a pas de corps pour danser. Il n'y a qu'une envie de danser, il n'y a que le plaisir. Et déjà, je me rends compte qu'à 12 ans, j'avais déjà ça. C'était très difficile de mettre des mots dessus parce que mes parents n'ont pas compris pourquoi, un peu comme une forme de faiblesse, quoi. Mais en même temps, t'en fous, ça te concerne pas, tu sais. Mais moi, je dis toujours, mais moi, je défends le mariage homosexuel et je suis hétéro et en couple, je veux dire, on s'en fout. Ça correspond pas à mes valeurs, donc je peux pas avancer sur ça. Et c'est comme ça que j'ai abandonné. J'ai pas abandonné, mais que j'ai décidé de ne pas en faire mon métier. Donc t'arrêtes, là on est au collège. Donc on est au collège. Je continue la danse parce que je suis passionnée de danse. Donc je continue à faire un peu de danse. Je reviens dans mon école de Maison pour tous, que j'avais conservée en fait. Je faisais les deux en même temps. Et donc je ne fais plus que ma Maison pour tous, pour le plaisir. Ma petite victoire, c'est que je fais à l'époque, l'année suivante, je participe au concours régional en candidat libre.
et je gagne face aux gens de l'école, aux filles de l'école. Ouais. Énorme. En étant soutenante avec mes collègues, et c'est marrant parce que à l'époque, je fais ce concours et c'était assez loin dans la région, comme les concours régionaux, quoi. Tu fais des heures de route et tout. Et mes parents, on part avant les résultats en fait. Tellement c'était improbable. Alors je suis pas arrivée première, je suis arrivée troisième, mais sur un nombre de candidats et face à des filles de danse-études, tu vois. Et je n'ai pas été au résultat parce que tu sais, tellement, en fait, je participais, mes parents, ils avaient l'impression de me faire plaisir. Tellement, tu vois, pour te dire, comme ils concevaient pas que je pouvais réussir là-dedans. Donc, je fais ce concours. J'arrive troisième, j'étais dans les journaux de locaux. Et en fait, je l'ai appris dans les journaux locaux. Ça, c'est ouf. J'étais pas là pour la remise des prix, tellement personne ne croyait que c'était possible que je gagne. Et en fait, c'est resté ma victoire parce que je me souviens y être allée avec une autre de mon école de Maison pour tous. Et on était soutenantes, on était une petite famille, j'avais ma prof qui était là, c'était une bonne ambiance et tout. Et je me suis dit, cette année-là, je me suis dit, tu vois, comme quoi tu peux réussir avec tes valeurs, avec ta façon d'être. Mais pour autant, tu te dis pas quand même que tu vas continuer à en faire un métier? Non, parce qu'en fait, à l'époque, la voie pour en faire son métier, c'est ça. Je connais pas d'autre voie. Et en fait, ça m'a dégoûtée de me dire, pour moi, c'est un moment de partage. Donc, même si moi, je fais ce métier avec ces valeurs-là, j'ai pas cette projection de pouvoir me dire, je peux créer mes cours. J'ai pas encore cette vision. Pour moi, tu deviens étoile, donc tu fais partie d'un ballet. Donc, t'as quand même un chorégraphe autour de toi. Donc, je me dis, non, je tiendrai jamais, en fait. C'est-à-dire que là, c'est pas possible. Donc, en fait, comme je me voyais pas prof, je me voyais danseuse à l'époque, je me dis, mais moi, je peux pas être dirigée par des gens qui vont pas me respecter, qui vont pas respecter mes collègues, qui vivent en tension, etc. Et donc, en fait, à l'époque, j'arrête la danse classique, j'arrête cette école de danse classique, je me tourne vers le hip-hop, où je trouve beaucoup plus cette mentalité bienveillante. Pourquoi? Comment tu tombes sur... Parce que je dis à mes parents, il faut que je fasse une autre danse. Okay. Donc comme je ne fais plus de danse, j'ai arrêté. Puis après, du coup, la danse classique... En fait, il faut savoir que je faisais 30 heures de danse par semaine. Donc j'ai arrêté cette école-là, ça me suffisait plus. Je retournais à 2-3 heures de danse. Et donc, j'avais envie de faire plein de danse. Donc, j'ai fait du street jazz. Il y a un monde d'écart. Il y a genre un monde d'écart, une galaxie entre le hip-hop et la danse classique. C'est-à-dire, tu te vois danseuse, tu t'adores ça, et d'un coup, tu quittes un truc par valeur. Mais moi, j'avais besoin de danser, j'avais envie de danser, quoi. Et donc, du coup, je faisais un peu de danse classique, que j'ai progressivement arrêté. Je me suis tournée vers plus le modern jazz et le hip-hop. Et notamment, j'ai fait 2 ans de hip-hop, où je trouvais cette ambiance plus bienveillance, plus soutien, plus... Tu vois, j'étais marquée par cette première année de danse hip-hop, ou à la fin une espèce de battle qui correspond un peu au spectacle de danse de conservatoire, et où notre prof nous disait il n'y a pas de niveau pour aller faire son petit passage de battle. T'y vas, tu danses. C'était pas un battle en sens humiliation, c'était un battle au sens tu vas passer devant tout le monde et tout. Et j'aimais cet état d'esprit. Donc ça m'a un peu montré que aussi il y avait d'autres façons d'aborder la danse qui correspondaient à celle que j'étais. Et on parle de métier. À l'époque, je disais, comme j'ai toujours dit que je voulais faire danseuse, et que je dis, c'est bon, ça, c'est pas possible. On me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier, du coup? Et j'ai dit, je veux faire un métier positif. Et on me dit, ok, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ils m'ont dit, ça veut dire quoi, un métier positif? Tu sais, genre, c'est quoi la chelou qui va encore dire des trucs comme ça? Je dis, je sais pas. Au début, je me souviens avoir dit, un métier positif, c'est pas contrôleur des impôts, par exemple. Okay. C'est pas... Et alors, du coup, j'essayais d'expliciter ce que j'avais en tête. C'était un métier qui correspond à mes valeurs, à celles que je suis, et qui rend les gens heureux, j'avais dit. On m'avait dit, ouais, Elise, il va falloir être un peu plus précis sur ton dossier, tu vois. J'ai dit, je sais pas, voilà, tout ce que je savais, c'était ça. Et du coup, j'ai fait des études, entre guillemets, normales. Donc, j'ai fait collège, j'ai fait un lycée, et puis j'ai suivi la fameuse voie royale. C'est-à-dire, quand tu sais pas ce que tu veux faire. Oui, tu avais comme moi à cette époque. Fais des études. Moi, c'est pareil, tu te laisses entraîner parce qu'on te dit que c'est là où il faut aller, et tu te laisses voguer, quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, d'ailleurs, c'est marrant comme l'histoire se rattrape et rien n'est hasard. C'est-à-dire qu'à la fin du collège, on m'a découvert une scoliose aggravée. Donc, c'est-à-dire une haute déformation du dos. Donc, moi, j'ai porté 2 ans un corset. Et en fait, si j'avais persévéré dans la voie conservatoire, on m'aurait refusé à l'époque. Parce que mon corps n'aurait pas correspondu aux normes. On aurait pu me refuser, en tout cas. À cause de la scoliose. À cause de la scoliose. Et déjà, je me souviens que ma prof, à l'époque, avant que je sache, elle me disait « Ah, mais rentre ta hanche. » Et en fait, on a détecté ça assez tard. Et mes parents m'ont toujours dit, tu vois, heureusement que la danse... tu sais, ça m'avait mis cette chape de pression de « Oh, mais tu te rends compte, si j'avais été dans la danse, on m'aurait rejeté. » Et je pense que c'est pour ça qu'à cette époque-là, après, je me suis dit « Bon, faisons comme tout le monde. » Donc là, t'as abandonné, t'as fait une croix. T'arrives en école de commerce. Et découvert du pom-pom. du pom-pom. Donc il faut se dire que pour une passionnée de danse,
tu danses toute ta vie. Finalement, bah, toi, t'as fait une prépa toi aussi. Ouais. Donc, tu vois exactement ce que c'est. J'ai fait 2 années de prépa, 0 danse. Tu mets tout entre parenthèses dans ta vie. Bon, lycée, prépa, parce qu'il faut bien faire un truc, donc tu fais prépa. Et donc, j'arrive en école de commerce, et là, je découvre le club de pom-pom. Il faut savoir que je chorégraphie depuis que j'ai 12 ans, en jazz. Un peu en classique, mais je chorégraphie plus en jazz. C'est-à-dire quoi, à 12 ans, chorégraphier? Bah, je crée mes propres chorégraphies. Personne, du coup, tout seul? Tu faisais Non, avec des gens? parce que Ok. du coup, quand je t'ai dit, quand j'ai arrêté l'école, je suis allée dans d'autres écoles où j'ai fait du jazz, et donc pour les spectacles de fin d'année. Et à 12 ans, tu faisais déjà des chorégraphies? Ouais, je créais mes chorégraphies, donc il y avait une partie du spectacle. Dans toutes les écoles où je suis passée ensuite, j'ai demandé, et mes profs m'ont toujours laissé créer des chorégraphies et des tableaux pour d'autres élèves. T'as le droit de présenter des chorégraphies en plus de celles des profs. Qu'est-ce qui s'appelle un tableau? C'est une chorégraphie, on va dire, D'accord. 3 minutes de choré sur une chanson, quoi. Un tableau, c'est une chanson. Et donc C'est marrant que ça s'appelle un tableau. Ouais, c'est vrai, parce que vraiment, c'est souvent la mise en scène, sous-entendu, c'est très d'un point de vue théâtral, quoi. Et donc, je chorégraphiais déjà pour des groupes mes copines, mes machins. Et donc, j'arrive en école, je découvre le club de pom-pom. Et là, je me dis, mais c'est juste exactement ce que je fais, exactement ce que j'aime faire. Les pompons en plus, quoi. Et putain, c'est vachement bien. C'est hyper dynamique, c'est hyper positif, c'est esprit d'équipe, ce qui me manquait beaucoup dans les danses individuelles. C'est vrai que c'est en groupe. Et c'est en groupe. Ouais. Et j'aimais beaucoup cet état d'esprit. Un peu dans le hip-hop, même si c'était une danse individuelle, t'as une forme... c'est pas ce que moi j'avais eu, mais aujourd'hui t'as beaucoup plus de groupes de hip-hop, tu vois, comme on le voit. Mais à l'époque, moi, c'était du hip-hop, breakdance, donc c'était un peu trop solo encore pour moi. Et donc là, j'arrive en école de commerce. Et je me dis, mais trop cool. Le lien que t'as entre le hip-hop, le pop-up et tout ça, et puis dans d'autres arts, c'est que t'as souvent, alors je sais pas pourquoi, c'est dans l'art classique, l'art majoritaire, un truc d'élite, de compétition. Ouais, totalement. Alors que dans des arts qui sont plus marginaux, pas au sens négatif, mais au sens d'être dans la marge, comme le hip-hop ou le pop-up, bah d'un coup, bah t'as des gens qui viennent pour la passion et qui sont plus... Exactement, et c'est vrai que c'est ce qui, moi, m'a fait sortir de ça. Tu vois, l'aspect conservatoire, d'ailleurs, ça s'appelle conservatoire. J'allais dire rien, dans le nom, c'est déjà dedans. Déjà, rien que l'étymologie du mot, ça enferme vachement dans des codes. Et tu sais, c'est le genre de truc où des fois, quand t'essayais de mettre quelque chose en cause, on te disait « Oui, mais on a toujours fait comme ça. » Ouais, and so what? Genre, on va pas faire la même danse et la même façon d'enseigner alors qu'on vit plus pareil, quoi. Et donc, finalement, découvert du pom-pom, je me dis « Waouh, mais tout ce qu'on peut faire avec ça. Oh !» Et donc, du coup, j'arrive en école, coup de cœur pour le club de pom-pom, la possibilité de redanser déjà avant tout, la positivité, le style, très dynamique, très positif. Et en fait, je chorégraphie ma première choré au bout de 2 mois pour l'équipe présente. Et donc, après, je me présente en présidente. Je deviens coprésidente du club en 2e année. Et là, c'est génial. J'ai beaucoup de chance parce que je fais ça avec Perrine, que tu dois connaître. Ouais. Et en fait, quand on se demande qu'est-ce qu'on fait du club, elle est tout à fait alignée avec mon idée. Elle est en accord avec les valeurs de se dire on ouvre ça à tout le monde. Parce qu'on aurait pu ne pas le faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un recrutement pour intégrer. Ah. Et en fait, quand on en parle, on brainstorm toutes les deux et tout. Et oui, puis, il y a plein d'assauts à l'école où tu as un recrutement. Mais t'as plein d'équipes où tu dis... après, il y a des fois où c'est justifié. C'est-à-dire que selon la capacité des salles et tout, il y a d'autres questions qui se posent. Mais c'est vrai qu'on se dit, on a la possibilité de le faire, viens, on prend tout le monde. Moi, je trouve ça trop... Moi, quand je lui en parle, elle est hyper réceptive. Elle est tout à fait dans ce même état d'esprit parce qu'elle aussi, elle avait fait beaucoup de danse dans des clubs familiaux, mais aussi à très bon niveau et tout. Et donc, c'était hyper cool. Et le club prend une ampleur de fou. Et c'est une année géniale. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des nanas comme nous qui ont fait vachement de danse et donc prennent trop de plaisir à retrouver la danse après la prépa. On a des filles qui ont jamais mis un pied devant l'autre. On a des mecs qui viennent danser avec nous, mais vraiment de la choré, quoi, pas juste pour faire potiche derrière. Et le club devient, en fait, mon tout premier produit. Le premier truc de ce que je vais lancer plus tard, en fait, en professionnel. C'est un peu mon premier produit minimum viable, mon test sur le terrain. En fait, c'est ça. Je le sais pas à l'époque. Mais c'est comme ça que je lance le pom-pom pour tous. Je crée les chorégraphies, le club est extra. Et ça me suit assez longtemps. Et en fait, en quittant l'école, je me dis, mais ça va tellement me manquer. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ah non, ça serait trop cool de continuer et tout. Et au début, j'y vais pour moi. J'y vais pour me dire, je crée les premiers cours de danse. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je l'ai pas fait comme ça. Je suis allée à l'école. Et en fait, je voulais prendre des cours de danse. Et il y a un créneau manquant. Et je vois pom-pom sur le planning.
Ah, je dis, ah, trop cool, on peut s'inscrire et tout. Et le mec me dit, non, mais en fait, il y avait un prof, mais il nous a lâchés. Tu parles d'où, là? D'une école sur Paris, en fait, Ok. qui est l'école où j'ai lancé mes D'accord. premiers cours. Parce que je Donc, me tu dis, vas en dans une fait. école, tu vois marqué cours de pom-pom. Exactement. Donc, et en fait, il faut se dire que là, je deviens salariée. Enfin, ouais, je commence mon premier job. Et je me dis, non, mais je referai jamais l'erreur d'arrêter de danser. Pas possible, ça va trop manquer. Donc, je vais pour prendre, moi, des cours. Mais et donc, je t'as vais dans pas une de- école. c'est pas parce que le job t'oppresse, c'est Non, juste. parce que j'ai pas commencé t'as pas encore. commencé. Juste, je me dis, Ok. voilà, nouvelle vie sur Paris, machin. Il va falloir que. Je me dis, on va bosser, il va falloir que j'ai ma soupape, il va falloir que j'ai mon plaisir. C'était tellement cool de retrouver la danse que je veux pas m'arrêter. Donc, en même temps que j'ai mon job, j'ai mon appart, donc je vais dans la première salle de danse à côté de chez moi, qui est polyvalente du coup, et je vais tester plein de cours pour trouver auxquels je m'inscrirai. Et donc, porte ouverte, tu peux tester les cours comme ça. Et donc, je teste un cours de cabaret, et donc, il y avait une ligne pom-pom. Excellent! Franchement, j'arrive, je me dis, mais c'est génial. Et je dis, je voudrais tester le cours pom-pom, et donc c'est là que le responsable me dit, mais on avait quelqu'un, mais finalement, ça va pas se faire et tout. Et là, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Je dis, écoutez, mais moi, j'ai l'idée d'une association de pom-pom. Voilà ce que je fais. J'avais mes vidéos dans mon téléphone. J'envoie les propositions. Je dis, si vous voulez, on fait un essai. Moi, L'audace, je quand prends même. le cours, quoi. Ouais. Mais t'as pas peur quand tu fais ça? Tu te sens Puis, pas. je sais pas. Franchement, je pense que j'ai un blackout parce que je voudrais pas te dire ça s'est passé comme ça parce que je pense que les souvenirs se modifient en fonction de ce qui s'est passé derrière. J'aurais trop envie de te dire non, j'étais déterminée, je n'en sais rien. Je pourrais pas te redire, c'était en 2011 et je pense que ma mémoire se modifie par rapport à toute l'excitation que j'ai eue. Donc je sais pas, est-ce que je l'ai dit avec aplomb, est-ce que je l'ai dit avec timidité, je voudrais pas mentir, tu vois. Genre je sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'à un moment les mots sont sortis de ma bouche mais moi je fais ça, c'est-à-dire moi je suis prof de pom-pom quoi. Je l'ai fait mais par contre j'y vais en toute transparence. Voilà ce que je fais, aujourd'hui je bosse à côté, voilà machin. Et en fait le mec adore la proposition, parce que je lui parle du pom-pom pour tous, que moi je veux faire des cours pour tout le monde, je lui parle du rapport au corps et tout. C'est pas courant dans le monde du pop-up. Normalement, il y a des, Absolument pas. il y a un, il Je y suis a un la première standard. à avoir ouvert ça parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui existe, c'est soit des équipes professionnelles très axées événementielles, c'est-à-dire des danseuses professionnelles, qui en fait sont rarement spécialisées dans le pom-pom, très rarement. Aujourd'hui un peu plus, mais pas en septembre 2011. Qui en fait vont être danseuses pom-pom, danseuses cabaret, danseuses Bollywood, et sont des danseuses professionnelles, généralement intermittentes du spectacle, qui vont vraiment vivre de la danse. Et donc, t'as des contrats de stade, contrats pom-pom. Et après, t'as des clubs régionaux où il y a de la danse pom-pom. On va dire dans 99% du temps, en tout cas moi j'ai jamais vu d'autres, ce n'est que pour des filles, jeunes filles. Ce que j'allais dire, c'est rare d'avoir des mecs comme tu faisais à l'école et qui viennent danser. Moi j'avais jamais vu avant. Mais si tu veux, je me suis pas posé la question pour moi. C'était évident que tu vois, moi je parle de danse, de corps, de bien-être. Après, chacun incarne son corps. Je veux dire, fille, mec. Et encore, à l'époque, je m'étais pas posé la question, mais je veux dire, après, il y a des gens qui m'ont écrit en mode, mais je suis trans. Je veux dire, mais je m'en fous. Genre, trans, bref, tu peux avoir, j'ai oublié, tu sais, quand t'as les deux sexes. Intersexe, non? Ouais, intersexe. Ça, je leur ai dit, mais moi, ça me concerne pas. Je veux dire, t'as un corps, t'aimes danser, tu viens danser. Après, le reste, c'est tout, quoi. Et en fait, ça m'a toujours étonné cette question de, est-ce que j'ai le droit? Évidemment. Ça vient du nom du truc, parce qu'on imagine pom-pom girl. Bien sûr. Ça, et c'est pour ça que je disais danse pom-pom. Pour essayer de sortir. Alors, j'ai fait l'erreur au début quand je me suis lancée de mettre Elise pom-pom girl. Mais en même temps, moi, je suis une fille, donc ça allait quand même. Et ouais. Et donc, j'ai lancé le truc en mode YOLO, quoi. YOLO. Et je sais plus vraiment qu'est-ce qui m'a fait me pousser à ça. Mais ça s'est fait un peu comme ça. Et j'avais les deux métiers à l'époque. Donc à la base, c'est rémunéré? C'est un truc... Alors, je vais te donner ma rémunération. De septembre 2011 à décembre 2011, j'ai dû toucher 2 € par mois. Ah oui. Près. Donc comme c'était pas rémunéré, quoi. Donc en fait, j'étais salariée. J'étais double salariée sur mes deux contrats. Donc j'étais j'étais commerciale luxe à l'époque. Et commercial luxe. Ouais. C'est tellement rien à voir. Rien à voir. Je travaillais dans une maison de joaillerie qui a ses boutiques Vendôme, place Vendôme. T'es pas dans l'assaut de mode aussi? Il y a pas une assaut de mode à l'école? Oui, c'est moi qui l'ai créé. Ah oui, c'est ça. Un truc. Ouais, à l'école, j'ai été présidente du club pom-pom, j'avais créé l'association de mode. Mais pareil, c'est marrant, l'association de mode, on pourra en reparler parce qu'il y a beaucoup de gens de l'INT qui ont évolué dans le truc, mais j'ai compris après pourquoi je m'intéressais à la mode. C'était encore pour le rapport à la confiance en soi et au bien-être. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais lancé l'association de mode. Je pensais être passionnée de mode. Et puis, dedans, il y a eu tout le monde. Des vrais passionnés. Il y a eu Benoît, ouais. donc Benoît Ventega, qui est le fondateur de Bonne Gueule. Ouais. Il y a eu Marguerite Bonin, qui est fondatrice de sa marque de chapeaux. Il y a eu Sinaï Umba, qui est fondatrice de sa marque de vêtements. Donc, gros lourd dans cet assaut.
et on a travaillé ensemble. Et en fait, de côtoyer ces gens, j'ai compris que eux, c'était des passionnés de mode. Moi, j'étais passionnée de ce que la mode donnait. C'est-à-dire, pour moi, les filles dans la mode, qui savaient s'habiller, etc., elles avaient une aura, une confiance en elles, etc. Et donc moi j'aimais le vêtement, mais pas comme eux en fait. Donc en fait aujourd'hui jamais je pourrais me programmer passionnée de mode. J'ai compris ce que c'était. Donc j'ai eu juste l'opportunité de créer cet asso et de côtoyer des gens géniaux qui sont toujours dans mes amis aujourd'hui et enfin je trouve ça génial. Ils ont des parcours incroyables aussi. Mais à l'époque oui, en fait j'ai compris plus tard que ce que je cherchais c'était toute la confiance en soi qu'il y avait autour de ça. Et donc ouais j'avais fait ça, j'ai fait la radio. T'avais fait quoi comme asso? C'est Everyone, ouais. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'assauts à l'école. J'ai fait Mosaïque, présente au B2, et puis c'est tout. Hein. J'étais très... j'étais plus à faire mes trucs dans mon coin, pas très... Attends, mais du coup, tu me disais, t'as touché 2 euros par mois. Donc en fait, je me retrouve doublement salariée. Mais en fait, si je t'explique comment ça marche dans la danse, quand t'es dans les écoles de danse, tu es soit salarié, soit indépendant. Moi, à l'école, je suis salariée. Mais le mot salarié n'a que la déclaration. C'est-à-dire qu'en fait, t'es payé au prorata du nombre d'élèves qu'il y a dans tes cours. Donc. Mais t'es payé 1 centime par élève pour faire 2 euros. C'est-à-dire que, t'imagines, à l'époque, je crois que c'était quelque chose comme 12 ou 15 euros le cours. Sur ça, le prof, il peut toucher entre 30 et 50%, dont lesquels sont déduits la TVA. Et si tu es salarié, 50% de charge. Ouais. Et de cotisation. Autant te dire qu'il reste pas grand-chose quand tu as une élève les premiers mois, quoi. Donc pendant 3 mois, je fais des cours à 1, 2 élèves. T'as fait des cours à 0. Un élève pendant... Bien sûr. Mais c'était génial. Voilà, c'était un truc de fou. En plus, après, t'as des ratios abonnements. Donc, quand mais qu'est-ce que tu kiffais? Ben, moi, déjà, il faut savoir qu'il n'y a rien qui m'épanouit plus que de transmettre de la positivité. Et donc, je sors de mon job. Tout n'était pas super marrant. Et je retrouve un endroit où je fais quelque chose avec passion. Et les gens, ils arrivent pas contents, et ils repartent avec le sourire, et ils me disent merci, quoi. Même après, à la fin des cours, il y a des gens, ils t'applaudissent. C'est génial, ce concept. T'imagines, tu sors du boulot. Oui, bravo, belle journée. Bravo, Nicolas, vous avez bien bossé. C'est génial. Enfin, et donc, je découvre pour la première fois de ma vie, 10 ans plus tard, il existe un métier positif, tu vois. Ce que tu appelais positif, ce que j'appelais positif à l'époque. Et qui en plus reprenait de la danse. Et à ce moment-là, tu conscientises que c'est possible d'en vivre ou vraiment tu te dis c'est le truc à côté? À cette époque-là, je vois 2 euros par mois, je me dis j'aurais dû écouter papa, maman. Heureusement que j'ai un job à côté. Et ils ont pas tort. En vrai, pourquoi je donne un cours à une élève? Parce que j'ai absolument pas besoin d'en vivre à l'époque. Parce que sinon, j'aurais été SDF, quoi. J'avoue, tu serais sorti de l'école avec avec l'impératif de ça, t'aurais pas pu faire ça. Ceci étant dit, je faisais rien pour le développer. En fait, on m'a donné un créneau. Je me sentais ultra chanceuse de pouvoir expérimenter ça. Et en plus, j'avais la liberté de me dire, comme aujourd'hui, c'est pas mon métier principal et c'est pas ça qui me fait bouffer, on peut dire des gros mots dans ton podcast? Ah oui, on peut dire tous les gros mots que tu veux. J'emmerde le monde. Si je veux donner des cours à des hommes et des femmes, peu importe le poids, peu importe l'âge, peu importe ta sape, peu importe machin, et qu'il y a que 2 personnes qui veulent venir, je le fais pour mes valeurs. Et je m'étais promis, je préfère donner cours à 2 personnes, mais les faire avec mes valeurs, pour mon pourquoi, pour mes raisons. Et en fait, heureusement que j'avais ce job à côté. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dû vivre de ça? Peut-être que je me serais conformée, peut-être que j'aurais fait d'autres cours, peut-être que je me serais formée à la Zumba, et j'aurais fait ça. Tu serais obligée à faire ce que le public attend de toi. Exactement. Je me serais obligée à dire, bon, bah, dans ce cas-là, peut-être je monte une équipe pom-pom, peut-être je les recrute. Tu peux pas savoir les demandes que j'ai reçues. Comment tu gères cette pression? Même aujourd'hui, tu vois, je parle avec, c'est le cas pour tous les gens qui font des trucs artistiques, t'as un gros décalage entre ce que les gens veulent. Ouais. Ce que toi tu veux. Alors, heureusement, tu peux faire une intersection. Bien sûr. Mais parfois, t'es là et tu te dis, moi, au début, dans ce que j'écrivais, il y a les articles ont mieux marché, c'est des articles que j'aimais le moins. Et tu te sens, tu sais, je parlais de mon blog, la décide-toi un emploi, où je disais que j'étais frustré de ce blog parce qu'en fait, c'est un sujet qui parlait beaucoup aux gens à l'extérieur, mais qui, moi, m'a vite lassé. Comment tu fais et c'était très dur, pour moi de dire, ok, en fait, j'ai passé 2 ans, mais de souffrance, à avoir ce blog et me dire, mais je dois le continuer. C'est ce que les gens attendent. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Comment tu gères, toi, C'est une très bonne question. Je pense qu'à l'époque, il y a 2 choses. Il faut absolument pas se mentir, on va pas faire la langue de bois. Le fait de ne pas avoir besoin d'argent pour vivre, ça me permet de m'exprimer et d'essayer vraiment jusqu'au bout, au moins suffisamment de temps pour me dire, avant de jeter l'idée, je peux l'expérimenter. Donc comme j'ai un job, bon à l'époque je suis en CDD d'un petit job, tu vois, enfin
J'étais commercial luxe, mais alors le luxe, c'est comme le sport ou tous ces métiers qui font rêver. Bah, du coup, ça rémunère pas de fou. Mais si tu veux, je démarrais mes années, j'avais mon petit appart, machin. J'avais pas besoin de ça pour vivre. Donc, si tu veux, pour moi, le métier qui rémunérait, c'était mon job. Et donc ça, c'était mon laboratoire. Je pense qu'au fond, l'expérience de la danse classique, l'expérience émotionnelle d'avoir pu transmettre ça aussi dans l'école et que ça plaise beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'à l'INT, moi j'ai eu des super retours. Enfin, les gens, l'assaut a explosé derrière. Il y a des trucs qu'on avait mis en place qui sont restés encore aujourd'hui. Et les gens savent même pas pourquoi ils continuent à faire cette tradition, tu vois, c'est trop rigolo. Et si tu veux, j'ai ce truc-là de me dire, mais en fait, en école, ça a marché. En école, j'ai rendu des gens heureux avec ça. Je me suis éclatée et j'aimais ce que je faisais. Donc, je pense qu'il y a une forme de conviction profonde. Si c'est pour le faire d'une façon qui correspond pas à mes valeurs, franchement, j'ai déjà essayé, autant pas faire de danse. Et dans ce cas-là, je vais prendre mes cours, moi, en tant qu'élève, et on n'en parle plus. Et 3, peut-être une forme de méconnaissance de, je sais pas, de la réalité. Et 4, je mettrais un bonus sur mon hypersensibilité. C'est-à-dire que je peux pas faire comme si je ressentais pas des émotions ultra puissantes. Et que du coup, à la fois la négativité, si j'avais dû faire quelque chose qui me correspondait pas dans la danse, alors que c'était ma soupape, si tu veux. Tu vois, à l'époque, c'était mon seul moment de joie par rapport au boulot, quoi. Donc, je voulais que ça soit préservé. Et 2, aussi les émotions ultra positives. C'est-à-dire, il y a une nana, ok, elle est toute seule, tu vois. Mais à la fin du cours, elle te dit merci. Mais en plus, j'ai eu des merci sur des trucs tellement puissants, genre je me suis réconciliée avec ma féminité, ou je me suis réconciliée avec mon corps, ou j'ai repris confiance en moi. Et juste, tu le sens tellement que je me dis, mais non, je veux ça. Donc ouais, je pense qu'il y a à la fois les 2 pieds sur terre le fait de pas être dans le besoin, ça m'a permis de continuer à expérimenter ce projet. Et 2, je pense que j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que je me serais donné peut-être jusqu'à ce que ce soit plus du tout possible avant d'abandonner, quoi. Puis ça t'a aidé aussi dans un sens, d'avoir eu ton expérience négative dans le conservatoire pour te dire en fait, T'as pas envie que ça devienne comme ça. Exactement. Totalement. Je voulais dire, pour moi, la danse, c'est pas ça, et je voulais montrer ce que pour moi c'était, quoi. Et donc, j'avais envie de transmettre comme, en fait, je crois que c'est la première fois où je me suis dit, mais qu'est-ce que toi t'as envie de faire? Eh ben, fais-le. Et je l'ai fait. Et ça a marché parce que, je me suis attirée à moi des gens qui partageaient la même, alors t'as toujours un concours de circonstances. Je pourrais jamais arrêter la reconnaissance que j'ai eue envers cette personne de l'école de danse qui s'est dit, ok, je lui laisse sa chance, tu vois. Et qui 3 mois plus tard m'a dit, putain, tu bosses hyper bien, on te change de créneau, parce qu'à l'époque, j'avais un créneau le vendredi soir, le créneau pourri qu'on donne, mais ils ont raison, je dirais, tu me connais pas. Je donnais cours le vendredi soir à 21h à l'époque. C'est dur. C'est un créneau très dur dans la danse. Et en fait, ils m'ont dit, tu bosses hyper bien, on est hyper contents, on a des super retours. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'élèves, mais j'avais très bons retours. Et après, t'avais aussi ce truc de la danse de certains profs, sans que ce soit un cliché, mais qui sont en retard, des fois ils sont pas là, des fois machin. Alors que moi, j'étais super carré, je suis là, je suis à l'heure. Même s'il n'y a pas d'élèves, je reste au moins 45 minutes pour être sûre qu'il y a personne. Les fois où il y a une personne, je la traite comme si, enfin, tu vois, il n'y a pas de, oh, fais chier, il y a une personne. Non. Elle avait son cours, elle avait un cours particulier. Certes, mais j'étais à 2000%. Et du coup, ils me donnent un créneau le mercredi soir, et ça commençait. Donc, je termine l'année à 5 élèves, ce qui était pas dégueu pour une première année. Mais je suis aux anges, quoi. À l'époque, je suis vraiment aux anges. Et comment ça se passe le moment où tu bascules? Parce qu'il y a un moment donc tu quittes ton job. Ouais, 3 ans plus tard, quand même. T'as pas peur? Parce que je me dis, là, dans ce que tu me racontes, la danse professionnelle te dégoûte, quand même, de manière ou d'autre. Enfin, l'expérience que t'as eue, t'as traumatisé. Ouais. Peut-être un peu fort, mais t'as marqué. Et tu t'es dit, j'en vivrai plus. Et là, tu reviens à un truc, peut-être que j'ai envie. Ouais, en fait, je me dis juste, putain, on m'a dit toute ma vie que c'était pas possible. Moi, tout ce que je vois, là, c'est que, je sais pas, à la fin de l'année, peut-être, je touchais une 20aine d'euros par mois, machin. Je dis, ok, je donne un cours, c'est pas mon métier à temps plein. Moi, je me base sur les faits, quoi. C'est-à-dire que les croyances limitantes, elles sont là tant qu'il y a rien pour les contredire, quoi. Et donc, en fait, je termine en me disant, c'est marrant parce que tout ce qu'on m'a dit, ça correspond pas à ce que j'expérimente là. Donc après, ça s'est fait en transition. J'ai eu 3 ans où j'ai eu 2 jobs.
Faut savoir qu'entre-temps, je suis passée commercial grand compte à la Défense, dans une société de conseil. L'enfer. Ça a été... Enfin, ma définition personnelle de l'enfer, en tout cas. Ouais, il y a eu du plus et du moins. Je venais parce que j'ai subi du harcèlement moral dans le luxe. Ouais. Et je me rappelle... C'est vraiment comme les clichés, en fait. Ah, le cliché. Mais en fait, c'est horrible parce que t'as des gens ultra passionnés, ultra bons. Et puis t'as des gens ultra pistonnés, ultra malveillants. Et c'est terrible parce que c'est le cliché du diable s'habille en Prada, mais c'est terrible. Alors, toujours pareil, c'est comme la danse classique. Aujourd'hui, heureusement, il y a plein d'écoles, y compris des écoles professionnalisantes, qui sont ultra bienveillantes. Et ça n'est qu'une, tu vois, tu peux pas faire une généralité d'une expérience, quoi. T'as dit plusieurs fois que t'étais hypersensible. Comment on vit un harcèlement moral quand on est hypersensible? Ça a dû être, je pense comme tout le monde, tu te démerdes pour essayer de survivre. Moi, je m'en suis servi en me barrant, tout simplement. C'est-à-dire que, clairement, c'était des gens qui étaient pas bien dans leur tête. Donc moi, j'étais là-bas que 6 mois, j'étais en contrat de CDD. Bah, à la fin, je suis partie. Et je me souviens être arrivée dans mon autre job et j'ai dit au recruteur, j'ai dit, moi, c'est très clair. Je subis une expérience que je veux pas. Moi, je viens ici. Clairement, le conseil en système d'information, c'est pas ma passion, quoi. Hein. Donc, je l'ai joué carte sur table. Je dis, moi, je viens pour la bienveillance et la sécurité. Bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais, toujours pareil. Tu es venu là aussi parce que c'était facile. C'était facile. Vrai, je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui savent peut-être pas, l'école qu'on a faite, la suite logique. 80% des gens qui sont recrutés dans ces sujets-là. Et donc, en fait, justement, parce que j'ai un peu ce projet à côté, que j'ai fait un métier. Le pire, c'est que commercial, j'adorais le métier. J'adorais mes clients. Il y a plein de gens avec qui je bossais qui étaient vraiment des gens géniaux. Mais après, un métier, ça suffit pas si derrière, t'as un environnement de travail qui est pourri, quoi. Et toujours pareil, tu sais, je dis c'est pourri, mais t'avais plein de gens géniaux dedans. Après, c'est la balance, quoi. Ça dépend de ce que tu dis. Donc 3 ans et à un moment, je te dis, vas-y. Bah, la défense, c'est compliqué. Le nouveau job, c'est compliqué, parce que je subis du harcèlement sexuel. Donc, bonne ambiance. Encore pire qu'avant, quoi. Encore pire. Mais je pense que, tu vois, après, je parle d'univers, de ce que tu veux, de signes, de machin. Aujourd'hui, c'est les plus belles expériences de ma vie de me dire que ça m'a poussé à bout. Et je me le souhaite pas, par contre. Hein. Je suis pas du genre, oui, tu t'attires à toi, machin. Non, moi, je vous souhaite de surtout pas avoir de merde dans vos vies. Et je me souhaite pas de revivre des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, je le vois comme, dans un sens, j'ai touché le fond. J'ai eu une année noire en 2012, qui a été 2013. Horrible. Harcèlement moral, je perds quelqu'un de ma famille, ça se passait pas bien, bref. Et ça a un impact sur ta danse? L'enfer, ça a eu un impact sur ma santé. Ta santé? Ouais. Okay. Donc j'ai failli être hospitalisée. J'ai fait un problème au rein. Et là, tu as 25 ans. Ok, 25, 26, 25, je crois. Et t'appelles le SAMU. Et tu penses que tu vas crever. Et tu fais 3 mois d'arrêt maladie. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, ça a du coup un impact sur ma danse, sur mon corps, ça remet en question toute ma vie. Et je me dis, mais non, pas possible. Franchement, je n'ai pas fait tout ça pour ça. Tu sais, en plus, t'as le truc de, putain, je suis quelqu'un de bien pourtant, quoi. Genre, tu vois, un peu karma et tout. Franchement, t'as un peu ce côté, c'est pas juste, quoi. Et finalement, du coup, je tombe sur un médecin généraliste très bienveillant qui me fait prendre conscience de ce que je vis, qui me protège. Qui me permet de me reposer, qui me dit mais vous êtes en total épuisement, quoi, émotionnel, c'est l'angoisse, quoi. Genre limite je comprends pas comment vous êtes tenu jusqu'à ce que votre corps parle, quoi. Et finalement je décide de redémarrer une nouvelle vie 3 ans plus tard en me lançant totalement dans mon projet. Sauf qu'il faut savoir qu'entre temps, donc il a quand même fallu un certain temps. Non mais il a fallu un choc surtout. Ah ouais, complètement. Il a fallu une prise de conscience. Il a fallu un truc super grave. Mais aujourd'hui, si tu veux, c'est ma mission de vie aussi d'aider les gens à pas vivre ce que je vis. Ouais. Tu vois, le coaching sur l'hypersensibilité, le rapport au corps, la confiance en soi, c'est exactement pour dire, ne faites pas la connerie que j'ai fait. N'attendez pas que votre corps, il parle pour vous, n'attendez pas, quoi. Allez-y et faites-vous bien entourer et faites-vous aider s'il faut. Parce que du coup, moi, il a fallu ça. Il a fallu que ce soit très, très, très violent. Et après, entre-temps, si tu veux, le projet a pris de l'ampleur. Le projet Pom Pom. Je te parle de projet parce que pour moi, c'est pas des cours de danse en vrai. On parle toujours de danse, mais en fait, c'est une très petite partie la danse. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai compris très tard, mais la danse, c'est juste un outil comme un autre que j'utilise pour diffuser de l'énergie positive et aider les gens à prendre de la positivité, ce fameux métier positif. Mais finalement, la danse, c'est un outil, quoi. Et j'ai compris tard que, en fait, les gens ne venaient pas pour la danse Pom Pom. Personne dans mes cours, dans les gens qui suivent vraiment mes cours,
ne vient pour la danse pom-pom. J'ai des élèves qui m'ont dit, mais demain tu fais du hip-hop ou du hula hoop, on vient en fait. Ils viennent pour toi les gens en fait. Et ils viennent, ouais. Enfin, pour ce que tu dis, en tout cas pour ce que ton art dégage. Ce que je leur donne, je pense, de ce que je leur permets de ressentir, de comment ils peuvent se sentir eux dans mes cours. Donc oui, de ce que je suis et de ce que je leur donne, mais finalement très peu pour la danse pom-pom. Et comment ça a pris de l'ampleur? Tu dis ça a pris de l'ampleur. Après ça a pris de l'ampleur déjà parce que j'étais passionnée, parce que j'ai pas lâché. Bouche à oreille, t'as fait un peu de bouche à oreille. Donc les cours, t'es dans une école de danse généraliste, donc tu profites de fait les gens viennent tester du hip-hop, ils voient pom-pom sur le planning, ils viennent tester machin. Et puis du coup moi j'ai fait projet multimédia en spécialité à l'école. Donc pour m'amuser, je me fais un site internet. Et puis, je me suis fait une page dédiée au pom-pom. Et puis, je mets des vidéos sur YouTube et machin. Et donc, je commence à avoir des appels. Je me souviens que, en fait, le premier truc qui m'a fait passer entrepreneur, c'est que j'ai, à l'époque, Carrefour qui m'écrit pour un coaching. Carrefour. La grande distribution. La grande distribution. Okay. Pour faire un événement. Et ils me disent, vous pouvez facturer. Quoi? Attendez, je sais pas. Ils t'ont trouvé comment? Je l'ai pas fait du coup. Via YouTube? Non mais comment ils t'ont trouvé? Comment ils m'ont trouvé? Mon site, je sais pas. En fait, je suis numéro 1 si tu tapes Pom-Pom Girl sur Google. Okay. Parce que j'étais un peu la seule en France. Et j'avais fait mon site, il s'est référencé tout seul. Et ouais, donc je crois, les gens savent pas trop te dire comment ils te trouvent. Je pense que c'était le site à l'époque. Et donc ils me démarchent comme ça et je leur dis mais attendez, je sais pas faire, tu vois. Je sais pas faire des factures, tu vois. Donc là, je me dis je lance mon auto-entreprise. À l'époque, je suis encore salariée. Donc pareil, il faut faire des démarches et tout. Je sais pas si tu parles aussi de l'aspect business, mais du coup, je fais valider l'auto-entreprise dans mon salariat parce qu'il faut toujours faire valider ta double activité. Comme ils étaient déjà au courant pour le salariat, juste ça changerait pas grand-chose. Tu prouves que c'est pas des activités concurrentielles. Et donc, je deviens entrepreneur et ça a pris de l'ampleur, comme ça, parce que je commence à avoir de plus en plus de demandes. J'ai Incroyable Talent qui m'écrit, il y a Hanouna qui veut que je participe. Ouais. Il y a Hanouna qui m'appelle pour faire les télés, les machins. J'en fais très peu parce qu'en fait, je suis salariée à l'époque. Ouais. Alors, c'est Hanouna, il t'appelle le mercredi à 17h, ils te disent, vous êtes en plateau demain, 14 pom-pom girl pour... non, ça va pas être possible, tu vois. Et donc, je me dis, bon... Parce que là, t'es avant le burn-out. Ouais, avant le burn-out. Ouais. Donc quand même, il y a des trucs qui tournent et tout. Burn-out. Et là, je me dis, bon, nous avons une activité qui te rend malheureuse, avec des gens qui ne partagent pas tes valeurs et un corps qui te dit que c'est plus possible. Et de l'autre côté, une activité et un métier positif dans lequel tu rends les gens heureux. Ça te rend heureuse. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je me dis, on y va. Et c'est marrant parce que finalement, l'étape la plus dure, c'est m'autoriser à me donner cette année-là. C'est clair. Et en fait, je me dis, Élise, t'as 26 ans. Ouais, c'est ça. Je pars pour mes 26 ans. Tu n'as jamais redoublé. Même l'école, je l'ai fait en 3 ans au lieu de 4. J'avais pas fait de césure. Tu vois, au bout d'un moment, ça va bien de gagner du temps pour finalement perdre en étant malheureuse. Ça vaut pas le coup, quoi. Et je me dis, franchement, tu te donnes une année. C'est quoi une année, quoi? C'est-à-dire, combien on fait des césures? Combien on, je sais pas, redoubler la seconde, machin? Une année, ça va, une année. Et je me dis, tu te donnes une année. Tu fais tout de ta passion, de tes valeurs, comme toi, t'as envie de faire les choses, on s'en reparle dans un an. Comment tu te sens en ce moment? T'as peur? T'es excitée? Terrifiée. T'as peur? Je serai terrifiée. Non mais, moi déjà, on parlait d'hypersensibilité. Moi, j'ai une énergie positive de malade. Mais, du coup, je peux avoir des angoisses très rapides. Donc, je suis très stressée. Je suis aussi stressée que positive, tu vois. Je suis positivement stressée. Je sais pas comment dire. Et je suis terrorisée. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas d'une famille d'entrepreneurs. Au contraire, j'ai pas mal de différences d'âge avec mes parents, donc je suis d'une génération baby boom qui a connu la pleine croissance, qui ont fait leur carrière dans une seule et même société. Tu vois, ce genre de trucs. J'ai 2 frères qui sont ingénieurs. Mais du coup, qui te pousse? Il y a toujours un entourage qui te pousse. Qui me pousse? Ouais. Ma santé. En fait, toi, tu me connais. Je sais pas si les gens verront à quoi je ressemble, mais je pense que la définition ce qui me définit le plus, c'est mon sourire. Après, on valide ou pas, mais de tout ce que j'ai connu, mon sourire, c'est mon identité. Et en fait, qu'est-ce qui me pousse? C'est que en décembre 2013, je ne souris plus. Je souris mécaniquement, si tu veux. C'est-à-dire que les gens qui me côtoient, oui, ça va, bon, elle était un peu malade, ça va pas trop, mais je souris plus du dedans, quoi, tu vois. Vraiment, je suis pas bien. Je suis plus moi, je suis plus la fille souriante et pétillante que j'étais. Et tu le consentis, ça? Parce que ouais. Parfois, ça arrive, mais tu t'en rends même pas compte. Moi, ça m'est déjà arrivé, et j'ai mis 4, 5, 6 mois avant de comprendre. Ouais, je le conscientise parce que, en fait, la douleur du corps, quand même, je m'intéresse beaucoup au rapport au corps, de par la danse, de par plein de choses. Et en fait, je me dis,
qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, si tu veux, donc, ce que j'ai eu, c'est une colique néphrétique. Sauf que je fais une colique néphrétique sans caillot. C'est-à-dire que le rein gonfle. Et en fait, une colique néphrétique sans caillot, j'apprends 3 semaines plus tard que c'est uniquement lié à l'angoisse et au stress. Le rein, c'est l'organe de la peur. Quand tu dis tout à l'heure que ton corps réagit, c'est vraiment stricto sensu. Littéralement, ton corps réagit, quoi. Littéralement. Sachant que le rein, c'est l'organe de la peur et que j'ai vécu dans l'insécurité et la peur pendant plus d'1 année. Et là, je me dis, non, c'est quoi? Parce qu'en fait, si tu veux, la réflexion, c'est là, je souris plus. J'ai 25 ans à l'époque. La retraite, on va dire, c'était à l'époque 65. On va dire qu'entre-temps, je me dis, ça peut facile pousser à 75. Je ne tiendrai jamais jamais jusque-là. Pas possible. Et donc, en fait, qu'est-ce qui me pousse à ça? C'est que j'ai pas d'autre choix de me retrouver. Et je me dis, je veux pas vivre. En fait, je me dis, je veux pas vivre comme ça. C'est pas ce que je veux. Et en fait, tu sais, je dirais même que la graine qui a été plantée, c'est exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure. On m'a toujours dit que c'était pas possible de gagner de l'argent avec la danse. On m'a toujours dit que c'était pas un vrai métier. Et on m'avait d'ailleurs dit qu'un métier positif, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'à un moment, un métier, c'est du travail. Il n'y a pas de positivité, machin. Et dans les années qui ont précédé mon burn-out, il y a cette graine qui s'est plantée en moi de... C'est marrant, on m'a toujours dit que c'était pas possible et pourtant, j'expérimente des choses qui sont très proches de ça. Et donc, je pense qu'à cette époque, je suis terrorisée, mais je me dis, tout le monde me dit que c'est pas possible, que je fais mumus, que machin, que l'entrepreneuriat, machin. Et finalement... T'as pas une personne qui te soutient? Si, bien sûr, j'ai des personnes qui me soutiennent, mais entre tu soutiens la personne et tu crois que c'est réalisable, c'est différent. C'est-à-dire que mes parents me soutiennent au sens, je sais qu'ils seront toujours là pour moi. Si demain j'arrive, j'ai plus d'argent, machin, jamais ils me fermeront la porte en me disant, on te l'avait dit. Jamais. Par contre, quand tu vois la gueule qu'ils me font quand je leur dis, je quitte la défense. Sûr. En plus, tu dois savoir, toi aussi, hein, mais quand dans notre école, on termine, on est CDI à la défense, machin, c'est plutôt bien payé. Et c'est des cadres... c'est un métier qui, aux yeux de la société d'aujourd'hui, est prestigieux. Moi, je me sentais pas du tout prestigieuse. Je détestais ce que je faisais. Mais ma fille qui travaille cadre à la défense, ou qui se lance en entrepreneur pour être pom-pom girl... Alors, c'est toujours pareil. Moi, je parle toujours de projet pom-pom. Mais les gens, ils ne voient que pom-pom girl. Et d'ailleurs, à juste titre, t'as plein de sociétés de gens qui te disent... qui te méprisent. Et là, c'est trop drôle parce que il y a plein de gens qui me méprisaient ou qui me parlaient, qui me prenaient de haut. Et quand ils savaient que j'étais bac+5 et que j'avais fait une école de commerce, où, tu sais, selon les éléments, change de discours, change de posture avec toi. Mais c'est terrible, tellement ça fait peur de se dire, mais et alors quoi? Mais les profs de danse, moi j'ai côtoyé des gens qui n'ont pas fait d'études, c'est des gens brillants. Mais brillants. Et d'ailleurs, de toute façon, qu'on a côtoyé des gens en école ou en conseil qui sont des gros teubés, quoi. Vraiment des gens malveillants et qui sont abrutis, quoi. Abrutis tellement ils sont pas ouverts sur le monde et pas connectés aux autres. Bref. Tout ça pour dire que je crois que cette graine, elle vient de là. Je suis terrorisée, mais je me dis, franchement, il y a plein de fois où on m'a dit que c'était pas possible et en attendant, je commence à découvrir des trucs... genre, tu vois, il y a la télé qui m'appelait. Au bout d'un moment, je me dis, il y a peut-être quand même quelque chose, quoi. Donc, je me donne 1 année. Je me donne 1 année pour expérimenter les choses comme moi, j'ai envie de les faire. J'ai peur et j'y vis quand même. Donc, évidemment que je suis soutenue. Je suis soutenue déjà par mon chéri, qui me soutient depuis le premier jour, que j'ai rencontré aussi en école. Donc, lui, il a vu toute l'évolution, tout le parcours. Il m'a connue au plus mal, au meilleur. Il m'a connue le club de pom-pom et tout ça. Et donc, il me soutient à fond. Mes parents, ils me soutiennent du mieux qu'ils peuvent avec leurs craintes, mais je le conçois. Ah, c'est toujours pareil, quand c'est ton enfant, t'as peur. Voilà, mais je l'entends si tu veux. Évidemment, je me pose pas trop la question dans le sens où je sais qu'est-ce qu'ils ont vécu eux et que c'est difficile, que c'est pas forcément évident de pas se sentir complètement soutenu, mais je peux pas leur demander de faire beaucoup mieux. Et je suis soutenue par mes frères aussi. Et je suis d'autant plus soutenue par mes frères que eux, ils ont une vie plutôt classique, quoi. Ils sont, pour le coup, à la défense, ils bossent dans des sociétés et tout. Et ils me soutiennent énormément. J'ai des amis qui me soutiennent aussi. Mais après, t'as plein de petites remarques autour. Et puis t'as les gens qui te soutiennent, mais qui ont toutes les petites remarques. Tu vois, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas des gens qui te soutiennent à 100%. Si, moi, mon chéri m'a soutenu à 100%. Mais même quand on te soutient à 100%, il y a toujours des peurs, il y a toujours des remarques, il y a toujours plein de trucs, quoi. Et donc l'année, elle a débouché sur quoi? Ça a donné quoi cette césure? Ah, cette année-là, je démarre, je signe tout de suite un contrat à la Défense pour une très grosse société, qui est des gens avec qui je travaille tout de suite, d'ailleurs je travaille encore, pour une compétition intra-groupe.
Donc, on est d'accord, une entreprise qui organise un compétition de pom-pom à l'intérieur de son... Tout à fait. Je savais même pas que ça existait à l'époque. Et genre, je reviens un mois après avoir quitté la défense sur les lieux de mon travail en tant que coach pom-pom. Et là, pour moi, c'est la réussite, quoi. Je me dis, mais oui, c'est possible. 2 mois plus tard, c'est déjà assez bien payé pour que tu te dises que c'est... Ouais, bien sûr. Après, c'est moi qui fixe mes prix. Du coup, t'apprends la difficulté à... Putain, combien ça vaut, quoi. Comment tu fais ça? Franchement, tu tâtonnes. Je donnais des cours privés à l'époque. Donc, j'ai pris le nombre de personnes que j'avais sur le coaching et j'ai appliqué le nombre de cours privés. Je savais qu'il y avait de la création, je savais qu'il y avait plusieurs répètes. Voilà, franchement, au début, tu y vas, tu tâtonnes, quoi. Tu t'en sais rien. Après, tu perfectionnes. Mais au début, tu y vas en mode, j'en sais rien. Tu sais pas. Et en fait, c'est d'autant plus une belle victoire que c'est pas juste coach pom-pom. Elles me prennent spécifiquement pour les valeurs que je développe depuis le début. Parce que dans cette entreprise, je vais faire danser des stagiaires avec la DG, de toute morpho, et tout ensemble, et elles veulent le rapport à cette team building, cette confiance en soi, ce respect mutuel, aussi bien d'un point de vue hiérarchie que d'un point de vue corps, etc. Et on gagne la compétition. Et ça, c'est le début de mon année où je me dis, mais voilà, c'est-à-dire que je me suis battue, et elles ne m'ont prise que pour ça. Que pour les trucs que je défendais depuis le début, quoi. Et concrétisation de fou, je me dis, mais c'est possible. Et là, c'est possible, c'est un vrai contrat. Pour la première fois, c'est un vrai contrat. Donc je me dis, ouais, t'as bien fait. Et les 2 mois suivants, je suis recrutée par Charlotte de Turckheim pour son son nouveau long métrage. Et donc je travaille dans le cinéma. Je deviens chorégraphe et je suis dans le film en tant que danseuse. Et je coach les actrices sur leur scène de c'est un film où les gens dansent, parce que je connais pas du tout. Pas du tout. C'est Qui c'est les plus forts. D'accord. Qui est un film qui est sorti en juin 2015 avec Audrey Lamy, Julia Piaton, Barbara Bolotner, Alice Paul, qui sont celles qui sont en rôle de pom-pom girl. Et qui donc elles font une pom-pom girl dans le film. C'est ouf parce qu'en fait, avoir un créneau aussi spécifique, ça fait que du coup, quand les gens ils cherchent pom-pom, ils tombent forcément sur toi en fait. Et deuxième victoire parce que en fait, Charlotte de Turckheim me recrute en disant parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va savoir faire bosser des actrices non danseuses avec une équipe de professionnels. Et en fait, dans le film, c'est justement un peu Monsieur et Madame tout le monde. Donc, elles veulent cet état d'esprit danse pour tous que je développe. Et je me dis, mais attends, c'est extraordinaire. Parce que là, je fais vraiment le truc pour lequel je choisis. Parce qu'après, la danse pom-pom, t'as plein de danseuses professionnelles qui sont payées pour ça et tout ça, mais elles sont pas coachs sur cette partie-là. Elles sont pas spécialistes de faire danser les gens, quel que soit leur corps, et de savoir créer cette émotion positive, en fait. Et là, expérience de malade. Vraiment, du coup, long métrage qui passe au... Donc, je suis allée voir un film et je me suis vue en bande-annonce. C'était quand même excellent. Ça, c'était vraiment un moment très bizarre. Et c'est passé comment sur le tournage, pas si on dit comme ça, du film? Ouais, tout à fait. Ouais, le tournage. Super, tu fais des répétitions avec des actrices qui sont adorables. Et vraiment, là aussi, c'est l'époque où je commence à prendre conscience que je ne fais pas que de la danse. Donc, en fait, je les coach sur leur présence en danse, mais sur l'énergie qu'elles doivent dégager à la caméra. Sur les rassurer, parce qu'en fait, dans le film, on a tourné le film en fait au Chaudron, le stade de Saint-Étienne, pendant un vrai match de Ligue 1. Et donc, on a dansé toutes en une prise, sans répétition tu danses à la mi-temps d'un match de Ligue 1, avec les caméras de cinéma, les figurants qui sont en face, qui font partie du cinéma, et 30 000 personnes qui sont les vrais spectateurs. Tu n'as qu'une prise parce que du coup la mi-temps c'est quelques minutes et qu'ils ont eu l'accord que pour quelques minutes. Et là c'est une intensité de malade quoi. Donc t'es là. En plus tu sais que tu dois l'aider le groupe, donc c'est tout le monde qui te suit. La musique démarre pas, il faut danser quand même. Finalement la musique démarre, on recommence. Et ouais, expérience de malade. Donc là aussi à la fin les filles me remercient. Enfin c'est-à-dire que t'as des actrices qui me remercient pour ce moment quoi. Parce que je les ai mises en confiance, parce que je les ai aidées à vivre ce moment positivement. Parce qu'elles ont pu donner aussi à la caméra l'intensité de l'énergie positive, de cette énergie de groupe. Et elles ont vécu leur première expérience pom-pom, quoi. Vraiment. Et moi, c'est la première fois que je dansais dans un stade de Ligue 1. C'était fou. C'était vraiment fou, quoi. C'était une très, très belle expérience. T'as dit, à plusieurs reprises, je fais pas que de la danse. Ouais. C'est marrant parce que moi, j'aurais tendance à dire que tous les arts
en fait, sont de l'expression de soi. Peu importe que tu fasses de la danse, Totalement. de l'écriture et tout, et que... Est-ce que c'est pas plutôt que t'es passé plutôt d'une danse qui était technique à une danse qui était artistique? Qu'est-ce que tu veux dire par je sais pas que la danse? Non, ça veut dire que en fait, ce que je donne dans mes cours, c'est pas de la danse, c'est du bien-être et de la confiance en soi. Okay. Et en fait, j'ai compris un peu plus tard, dans la suite de mon parcours, que en fait, je suis accompagnatrice. Enfin, moi, je me définis comme coach en énergie positive. Et en fait, dans mes cours de danse, je donne de l'énergie positive et je permets aux autres de travailler la leur et de prendre confiance en elles et en eux. Je dis en elles parce que c'est le féminin qui l'emporte et que j'estime qu'il n'y a pas de raison. Mais donc, oui, à tous mes élèves. Et c'est aussi ce que je fais dans mes coachings sur l'hypersensibilité. Et en fait, c'est pour ça que je dis c'est pas vraiment que de la danse parce que la danse, c'est l'expression de cette énergie positive, c'est l'activité ou la partie artistique qui nous permet d'avoir cette énergie positive-là, mais c'est pas le but. D'accord. C'est pas la finalité. Tu vois, même quand on a fait des spectacles de danse, je fais danser les gens, pas pour le résultat que le public verra, ni pour ce qui va se passer en caméra, ce qui pourrait être le cas, mais pour ce que ressentiront mes élèves. Pour le retour, quand tu disais que t'as une élève qui disait qu'elle se reconnectait à sa féminité, c'est ça que tu cherches. Exactement, c'est-à-dire que j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que si on faisait des spectacles de fin d'année, s'il y a des gens qui se disent c'est pas assez... Bon, tu me diras, on avait quand même d'excellents retours, parce qu'elle dansait tellement avec de plaisir, etc., que c'était là. Mais j'en ai rien à faire du résultat, si tu veux, final... normal. Et en fait, je te parle de ça parce qu'en fait, c'est le contre-pied de ce qui se passe dans la danse. Normalement, l'artiste, il est au service de son public. Et en fait, quand normalement tu es danseur professionnel, tu danses pour que ton public vive des émotions, pour transférer cette émotion à ton public, pour tout ça. C'est pas mon cas. Et donc c'est là où je me différencie un peu. Moi, je vis pour que les gens qui dansent avec moi s'épanouissent et eux repartent avec des émotions positives. Si ça plaît au public et que ça transfère cette énergie positive, ce qui est souvent le cas parce que je dis toujours qu'on danse pour transférer cette énergie positive, mais ça ne peut marcher que si toi tu l'as et que si toi tu prends du plaisir. Donc c'est du bonus, tu rayonnes sur les autres en plus de toi. J'appelle ça l'art collier de nouilles. C'est-à-dire que quand tu fais un collier de nouilles, quand tu sais, collier de pâte quand t'es petit, tu t'en fous que c'est beau, que c'est pas beau, t'as kiffé le faire, et après, bah, la réception du public, exactement. C'est d'autant mieux que toi t'as kiffé. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, aujourd'hui, là, on est 5-6 ans après le moment où tu t'es lancé, si j'ai bien suivi. Exactement. Comment tu vis? Comment tu gères? Comment je gère l'activité? Comment tu vis aujourd'hui? Déjà, c'est quoi parce que t'es plus du tout salarié? Non. Si je me trompe pas. Je suis entrepreneur, du coup, depuis 2014. Et comment tu crées des revenus? Alors, du coup, je suis toujours coach en énergie positive. Aujourd'hui, il y a 2 types d'activités qui, pour moi, sont réunies en une seule. Il y a toujours les cours de danse. Donc, tu continues à donner des cours de danse? Je continue. Alors, je n'ai plus que mes propres événements. C'est-à-dire que depuis cette année, je ne donne plus aucun cours dans aucune école. Je n'ai que mes propres stages, mes propres événements. Alors qu'avant, j'étais tributaire. Donc, j'étais indépendante, mais partenaire d'école de danse. Mais je voulais plus de liberté. Je voulais déménager dans le sud aussi. Donc, je suis repartie vite dans le sud cette année. Donc, je ne donne plus que mes propres événements. Et ça me permet aussi de pouvoir maîtriser ce que je donne. Donc, j'ai des stages de danse. Je continue les coachings pom-pom et je suis toujours chorégraphe. Donc ça, c'est la partie danse. Et je suis coach de vie pour les femmes hypersensibles. Donc j'aide les femmes hypersensibles à prendre confiance en elles et à rayonner, à retrouver cette énergie positive pour se réaliser. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on se dit, mais attends, c'est quoi cette fille? Elle va faire 2 trucs, aucun rapport. Et en fait, c'est exactement la même chose. Enfin, il y a que l'outil qui change. Ouais. En coaching, je vais utiliser des outils de développement personnel. Je vais utiliser de la posture, je vais utiliser une partie de psychologie, je vais utiliser mon expérience personnelle, ce qu'on voit dans les livres, plein de choses. Mais ce que je donne, c'est exactement la même chose que ce que je donne en cours de danse. C'est pour ça que je te dis, je fais pas que de la danse, parce qu'en fait, dans les cours de danse, je donne de la confiance en soi, je permets aux autres de se sentir mieux dans leur corps, et donc aussi dans leur tête, par ces cours de danse. Et dans le coaching, je le donne avec de l'accompagnement, avec de l'écoute, de la bienveillance, des conseils, parfois du mentoring, des questions. En vrai, t'as un message. T'as un message au monde et ton message, tu le passes par différents canaux. Exactement. Ouais, mais je trouve que c'est pas très connu ou pas très accepté, peut-être en France, mais
on a besoin d'être dans une case généralement. Et je me suis souvent posé cette question de comment tu fais pour diffuser ton message quand les gens ont l'impression que c'est complètement décorrélé. Donc, je sais pas, peut-être qu'un jour je ferai qu'un des deux, j'en sais rien. J'ai choisi, moi, d'assumer totalement. L'atelier, la plupart des gens qui nous écouteront là, vont partir, on soit abonnés à l'atelier. Dans l'atelier, je fais autant des trucs de dev perso que des fictions, que de l'écriture. Enfin, tu vois, j'ai assumé ce que j'arrivais pas à assumer avant. Ouais. J'ai assumé, en fait, ok, j'ai un message principal, et peu importe la manière. Mais tu vois, je trouve ça hyper important parce qu'en vrai, quand t'es attaché à quelqu'un, tu vois, moi, je t'apprécie pour ton entièreté. Donc, par exemple, je sais pas, t'écris, et en même temps tu fais ce podcast, et en même temps plein de choses, et tu parles de plein de sujets différents, et ce qui m'intéresse, c'est ce que ça véhicule, et en même temps, on vit dans une société où il y a de tout. Moi, je me suis à un moment dit, je suis une femme hypersensible. J'ai mes accompagnements, clairement, changent la vie des gens que j'accompagne, et en même temps, j'ai cette capacité de danse, les gens aiment mes cours, etc. Pourquoi je choisirais, en fait? Quand tu me connais personnellement, tu connais ma partie danse, mais tu connais que je suis rigolote, tu connais que je suis de bonne écoute et de conseil, finalement, t'es une personne n'est qu'une seule chose, quoi. Et donc, finalement, pour l'instant, j'ai décidé de continuer comme ça, parce que pour moi, le message est le même. Et j'ai des gens qui passent de l'un à l'autre. Du coup, j'ai des coachés qui viennent dans les cours de danse. J'ai raison qu'on se met une pression, parce que parce qu'en fait, on essaye de se plier à l'image que peuvent avoir les gens qui, de toute façon, ne sont pas notre audience. Tu vois, typiquement, les gens qui te diraient, ah, mais je crois pas le rapport entre les pom-pom et le coach, de toute façon, c'est pas ton public. Exactement. Et, alors que, justement, les gens qui sont dans le public, qui te connaissent, eux, ils s'en foutent, en fait. Ouais. Mais c'est dur à accepter. Notamment pour la communication aussi. Comment tu fais quand tu parles à... Tu vois, des fois, je me positionne et je me dis, comment je fais pour parler aux gens? Donc, des fois, je me dis juste, je suis moi-même et on verra qui ça accroche. Mais c'est vrai que en marketing, on te dit, tu parles à ton client type ou à ton audience. J'essaye du coup quand je parle au pom-pom, je parle de pom-pom, de danse, de bien-être. Et ça fait écho à ceux qui me suivent pour le bien-être. Et en même temps, en plus, je sais pas, aujourd'hui, corps-esprit, ça va tellement ensemble de toute façon que voilà. Et puis, je pense que l'avantage, c'est qu'après, tu peux prendre... Enfin, c'est pas des offres qui vont ensemble chez moi. C'est-à-dire que mes coachés font pas de la danse et mes pom-pom sont pas coachés. Elles peuvent l'être, mais c'est totalement indépendant. En revanche, tous mes clients, quels qu'ils soient, adhèrent à mon message et à mes valeurs. Tu danses encore, mais pas en tant que prof, pour toi-même, en tant qu'élève. Ça m'arrive assez peu, pour une question de temps. Pour l'instant. Ça te manque pas? Non, parce qu'en fait, j'adore danser pour donner, en fait, quoi. Je m'éclate tellement plus début, en étant prof. Si je me rappelle, tu disais, quand t'es petite, tu veux pas être prof. C'était un truc que je disais quand t'es petite. Non, en fait, c'est parce que... pas prof. Non, c'est-à-dire qu'en fait, quand je pensais à un métier, j'ai pas pensé à prof. Ah, t'as pas pensé à prof. Mais, en fait, si, parce que si tu veux, quand je t'ai dit à 12 ans, je commençais à chorégraphier, j'adorais, je créais une chorégraphie et je l'enseignais à mes copines, j'adorais ça. J'ai pas pensé à prof parce qu'en fait, juste, je savais pas quel était le parcours. Donc, je disais danseuse, mais comme une enfant de 6 ans, tu vois. Donc, non, j'ai jamais dit que je voulais pas être prof. Juste, je savais même pas comment on faisait. En fait, dans ma tête, je m'étais même dit, est-ce que les profs, c'est pas les anciennes étoiles qui après... Je savais pas quel était le parcours, tu vois. Je savais pas qu'on pouvait être que prof, par exemple. Mais par contre, non, j'ai toujours été super pédagogue et au contraire, en fait, j'ai découvert que j'adorais ça. Et de la même façon, je pense que toutes les danseuses professionnelles ne peuvent pas être profs de danse. Ah, c'est clair. Et moi, par contre, j'adore ça. Et regarde, à l'école, c'était ça, en fait. C'était de transmettre que j'adorais. Et non, j'ai toujours... Au contraire, j'ignorais, mais je pense que je suis encore meilleure prof de danse parce que c'est la transmission. Comme dans le coaching, tu vois, ce que j'aime, c'est me dire, tiens, je fais quelque chose, ou je dis quelque chose, ou j'écoute, ou machin, et le résultat, c'est quelqu'un qui est heureux. Alors que quand tu danses pour toi, finalement, t'as ce truc de danser pour le public, mais t'as pas cet échange, t'as moins ce partage, quand même. Tu danses moins et tu chorégraphies toujours, si j'ai bien compris. J'ai raison que ton art, c'est la chorégraphie. Moi, c'est ce que je me suis dit avant que tu viennes. J'essaie de me dire, ok, déjà, est-ce que c'est de l'art, le pom-pom? J'ai tapé dans Google pom-pom art. Moi, ça me paraissait évident que oui. La danse, c'est un des 7 arts. La danse, ouais. Et le pom-pom, c'est de la danse pom-pom pour moi. C'est ce que je me suis dit. Donc, il faut pas confondre avec le cheerleading, qui est la partie gymnastique. Que je t'avais dit. Voilà. Et donc, ouais, je me suis dit, et j'avais l'impression que ton activité, du coup, enfin, ta pratique artistique, c'était plutôt, justement, créer, décorer pour les gens. Alors, si on met dans des cases du connu de création artistique, et je te disais qu'en fait, moi, je me considérais pas comme artiste, ce qui se rapproche le plus du connu dans ce que je fais, c'est la création artistique qui est de la chorégraphie. Mais là aussi, j'ai pas l'impression que mes chorégraphies, c'est de l'art. Pourquoi? Toujours pour ce rapport de... Tu les inventes? Tu les crées? Ouais, je les crée, ouais. D'accord, tu les copies pas sur quelqu'un, Non. Ah non, c'est 100% créé par moi.
Si je sais pas, c'est parce qu'en fait, je pense que en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tel qu'on définit un artiste, je me reconnais pas dans l'image d'artiste, en fait. Je me reconnais pas dans ce truc de... Déjà, en fait, je dirais qu'il y a deux choses. C'est que j'ai l'impression que les grands artistes connus de la danse sont très souvent dans le contemporain, déjà. Et dans le contemporain, il y a une forme de catharsis qui est la danse qui va un peu faire chialer, tu vois. Genre, c'est cliché, mais la danse contemporaine, c'est souvent des émotions où le public est transcendé. Il y a un peu cette forme d'élasticité, souvent de souffrance, de musique très lente, etc. Et je me reconnais pas dans ça. Je me reconnais pas dans cette artistique-là. Et toujours pareil, parce que j'ai l'impression que l'artiste, il crée pour les gens qui regardent leur art. Et que moi, je crée pas pour les gens qui regardent le pom-pom. Je crée pour les gens qui dansent le pom-pom. C'est comme si un peintre était plus focalisé sur ses élèves qui apprenaient à peindre que ceux qui allaient regarder la peinture. Et c'est mon cas. Et donc c'est pour ça que j'ai l'impression de pas être artiste, pas parce que j'ai l'impression de pas l'être, parce que j'ai l'impression de pas me reconnaître dans la définition de l'art d'aujourd'hui, quoi. Comment t'inventes tes chorés? Comment tu t'inspires pour créer une choré? C'est très simple. Je mets de la musique et je danse. C'est vrai? Ouais, le process de création. Tu danses encore. Tu danses pour faire des chorés. Ah ouais, totalement. Non, mais en fait, en plus, je danse encore. Enfin, j'ai fait. C'est quand j'étais dans les écoles de danse, j'aimais bien tester les cours des autres profs et tout ça. Et je pense que. Mais c'est vrai que je danse pas beaucoup d'autres danses parce que ça prend un temps fou. Donc tu mets de la musique, tu danses, mais t'es pas touché par une inspiration divine. Comment tu... Ah le process créatif, il est kinesthésique en fait. Je mets de la musique et j'improvise dessus. D'accord. Après, il y a une étape qui est beaucoup plus carrée, qui est je me filme en train d'improviser et je débrief de ce que je veux garder, de ce que je ne veux pas garder. Et sur ça, je recompose. Okay. Donc je crée des liens, etc. Ça peut m'arriver de me dire bon, c'est quoi le pas d'après? En fait, j'ai deux formes de création. Dans mes chorégraphies, quand je suis libre de faire ce que je veux, je fonctionne comme ça. Quand je compose pour des commandes, je suis plus dans la réflexion de quoi mon client ou le client de mes clients a besoin. Parce que, en fait, quand je compose pour mes élèves, je compose en pensant au plaisir que mes élèves vont prendre. Je laisse mon corps parler, je me laisse composer pour la musique, par le plaisir que j'ai dansé sur une musique. Donc, je suis inspirée par la musique. C'est-à-dire, je suis pas capable de composer une choré, et après je l'adapte. Je compose nécessairement sur de la musique. Donc c'est la musique qui m'inspire. C'est pas d'autres danseurs et d'autres danseuses qui te non, très peu. C'est vraiment la musique. Très peu. Après tu peux jamais dire, je sais pas, je fais des pas de bourrée, c'est un pas de danse jazz et classique de base. Je l'ai en moi, donc je le fais. Donc tu peux pas dire j'invente tout. C'est-à-dire personne n'a inventé. Je pose mon pied à droite. Tu te sers de toute l'expérience classique que t'as eue et. Par contre, j'ai assez peu d'inspiration, notamment parce qu'en fait je vise pas des chorés. Pour impressionner d'autres chorégraphes ou des hauts pontes de la danse. Tout ce que je veux, c'est faire plaisir à mes élèves. Et en fait, mais ça, tu sais, cette réflexion, ça paraît genre, ah ouais, c'est profond. En fait, avant, j'avais un syndrome de l'imposteur de ouf. Et je me sentais jugée et je me demandais si mes danses, elles étaient à la hauteur. Tu dis avant, ça veut dire que tu l'as plus? Non, je l'ai plus. Comment on a fait pour... Ça m'intéresse parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens avec un syndrome de l'imposteur. Moi, ne l'ayant pas, c'est très dur du coup d'aider les gens qui l'ont. Ouais. Est-ce que tu peux essayer d'aider les gens qui l'ont? Comment t'as fait toi pour... Alors comment j'ai fait? Déjà, je suis arrivée dans il faut savoir qu'en danse, dans le métier de la danse, seules les danses de conservatoire ont besoin d'un diplôme de professeur d'État. D'accord. D'accord. Donc classique, contemporain et modern jazz. Sorti de ces trois carcans, de ces trois danses-là, il n'existe pas de diplôme aujourd'hui. Il y a l'État qui discute d'un diplôme de professeur de hip-hop, parce que c'est ce qu'il y a le plus maintenant, mais tous vos profs de salsa, de n'importe quelle danse, n'ont pas de diplôme. Mais n'importe qui peut improviser. Exactement. Ils peuvent en avoir un, c'est-à-dire qu'une prof de classique, un DE peut faire n'importe quelle danse, et après, t'as plein de gens qui contournent, où là, c'est un peu plus compliqué, on va dire un peu plus grave, on va dire que ça dépend de ton placement dans la danse, mais t'as des gens qui, par contre, sont pas diplômés en danse classique, et vont trouver des détournements pour quand même faire des cours de danse classique. Donc, par exemple, du classique fit ou ballet, voilà. Bon, ça c'est du marketing. Moi pour le coup, j'ai fait de la danse classique pendant très longtemps, et pourtant quand je suis arrivée là, je me disais oui mais je suis personne, tu vois. Donc il y avait ce syndrome de l'imposteur de est-ce que je suis à ma place, mais donc du coup c'est légal, on est d'accord, hein, je veux dire en aucun cas je me serais permise de faire un truc dont j'avais pas le droit. Donc j'étais à ma place, et c'est pour ça que je te parle de tout ça, parce qu'en fait souvent le syndrome de l'imposteur, tu l'as alors que tu et dans ton droit et à ta place.
Donc moi, je corrige mes élèves sur leur technique, sur leur positionnement, sur leur posture. Et en plus, il faut savoir quelque chose sur lequel je me positionne encore plus fermement aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec certaines choses enseignées en diplôme d'État. Avec certaines techniques ou certains fonctionnements où on te dit on a toujours fait comme ça du genre. Pour moi, tu ne peux pas appuyer sur un corps pour aller plus loin. C'est pas possible. Et pourtant, ça se fait dans la majorité des cours de danse, notamment de conservatoire. Ça veut dire quoi, appuyer sur un corps pour aller plus loin? En fait, en termes d'étirement, ou quand j'étais petite, on apprenait à faire le grand écart, par exemple, et le professeur va et appuie sur le dos pour aller plus loin. Déjà, c'est très risqué pour le corps, et moi, je suis pas d'accord. Et donc, moi, je crée des chorégraphies où il y a très peu de... En fait, si tu veux, mon parti pris, quand j'ai commencé la danse, c'est de ne faire une danse qui ne sollicitait pas le corps. C'est-à-dire que tous les gestes que je fais dans mes chorégraphies sont normalement des gestes qui sont réalisés dans ta vie courante. Et c'est un choix, c'est un parti pris. Et si tu veux, au début... C'est un gros parti pris. C'est un gros parti pris. Et c'est parce que je fais de la danse moi-même pour tous, parce que je veux que ce soit pour tous, et parce que, voilà. Alors, après, je m'adapte. Donc, je te parlais du projet Andy Pomme. J'avais fait une chorégraphie spécifique selon les différents corps. Et par exemple, quand je chorégraphie et que je connais mes élèves individuellement, et je demande toujours à ce qu'on vienne me dire s'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas à la personne de se forcer, c'est à moi de changer la chorégraphie pour que ça corresponde au corps. T'as mal au genou, c'est moi qui le sais, tu ne descends pas, ou tu n'appuies pas sur le pied gauche, je change le pas pour que tu puisses pas t'appuyer, etc. Et c'est là où je suis pas d'accord. C'est que, par exemple, il y a certains profs ou certaines visions de la danse où le corps, tu dois dépasser ton corps, tu dois dépasser ta douleur, tu dois aller plus loin, tu vois, ce genre de truc, avec lesquels je suis pas d'accord. Et en fait, à l'époque, j'avais beau ne pas être d'accord, pareil, je prône plutôt des échauffements dynamiques et pas statiques. Bon, plein de choses. Après, chacun a sa vision des choses. Sauf que quand tu débarques, que t'as une vingtaine d'années et que les gens te regardent de travers parce que tu pom girl, quoi. Donc là, dans le genre cliché, tu te poses là, quoi. Le syndrome de l'imposteur, c'est se concentrer plutôt sur des regards négatifs et avoir l'impression de pas être à sa place, alors que tout te dit que tu fais quelque chose de bon et que tu te préoccupes de la mauvaise chose, en fait, finalement. Et moi, je mettais trop mon focus sur mais qu'est-ce que les autres profs vont penser de moi? Et un jour, je me suis dit, mais regarde les sourires qu'il y a dans ta salle, quoi. Regarde les gens qui te disent merci, regarde ce que tu fais. Et en fait, un jour, je me suis détachée de ça, ça a pris du temps. Mais comment? Je pense par la pratique. C'est vraiment le retour des gens qui t'a... Le retour des gens, le développement personnel aussi. Travailler sur moi, sur mes émotions, sur apprendre... T'as lu un livre, Ouais, les biais cognitifs. Le biais de négativité. Connaître le biais de négativité, ça m'a beaucoup aidé. Donc le biais de négativité, pour ceux qui nous écoutent, c'est la propension du cerveau à attirer plus l'attention ou à retenir beaucoup plus le négatif que le positif. Ça nous sauve la vie dans certains cas, mais aujourd'hui, dans une société moderne, ça nous pourrit beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a sorti du syndrome de l'imposteur. C'est de se dire, finalement, le syndrome de l'imposteur, c'est un biais de négativité à outrance. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi mon but? Je m'en fous que Jacqueline, qui passe, elle trouve que ce que je fais, c'est pas bien. Si moi, je donne du bonheur aux gens, finalement, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça fait? Surtout que je le faisais en conscience, que je continue de me former sur tout le temps. Donc en fait, quand t'es à ta place, que tu fais ce qu'il faut, que tu fais de ton mieux, souvent c'est le biais de négativité pour moi qui nous retient dans le syndrome de l'imposteur. Et c'est aussi de pas savoir pourquoi tu fais les choses. Ah. C'est vraiment parce que j'avais cette discussion avec mon chéri récemment qui a écrit sur ce sujet, sur le syndrome de l'imposteur, qui a fait 2 articles. Et en fait aussi pour moi, le syndrome de l'imposteur est complètement différent pour les salariés et les entrepreneurs. Parce que t'as un rapport à la hiérarchie qui est différent. Alors que dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu par rapport plutôt à ce que tu fais, est-ce que t'es à ta place, est-ce que t'es à la hauteur, est-ce que machin. Alors que le syndrome de l'imposteur dans le salariat, ça peut être un peu plus, mais je mérite pas ma promotion, je mérite pas mon salaire, je mérite pas. C'est des questionnements un peu différents. Même si le fondement peut être le même, c'est pas forcément toujours les mêmes choses. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, ce qui m'a aidé, c'est de travailler sur moi personnellement, sur mes émotions, et de prendre conscience du biais de négativité, ouais. Tu veux, on n'arrive pas loin de la fin de notre discussion. J'hésitais entre plusieurs fins, mais je me dis ça pourra... Bon, on peut faire les deux. Hein.
mais je me dis ça pourrait être sympa que tu nous racontes. Toi, t'as beaucoup parlé d'hypersensibilité tout au long de la discussion. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est, pourquoi t'en parles, qu'est-ce qui t'a amené à en parler Ah ouais, alors pourquoi j'en parle Quel impact ça a dans ta danse Ouais, je vais faire le lien, c'est qu'en fait, en fin 2016, début 2017, j'ai une de mes élèves qui m'offre un petit cadeau, un petit porte-clés. Aucune raison apparente. Et je lui dis, mais pourquoi et tout? Elle me dit, je t'offre ce truc parce que je veux que tu te rappelles toujours que t'as changé ma vie. Waouh. Bon. Donc là, je me suis fissurée de bonheur, je peux pas t'expliquer, je suis là, genre, waouh. Ah, j'aime beaucoup cette expression. Fissurée de bonheur, Ah ouais, vraiment. Je vois très bien ce que c'est. Donc, et là, je lui ai demandé pourquoi, et en fait, c'est là qu'elle m'a expliqué ce que je faisais. Et c'est ce jour-là, précisément, que C'est elle qui t'a expliqué ce que tu faisais. Ouais. C'est ouf. C'est elle qui m'a expliqué ce que je faisais. Elle m'a dit, grâce à toi, j'ai repris confiance en moi, je me suis réconciliée avec mon corps et ma féminité, et pour toujours, ça aura changé ma vie. À aucun moment, elle ne parle de danse. Aucun. Et quand je lui dis quoi, elle me dit, c'est tes conseils, ta bienveillance, ton écoute, l'esprit d'équipe que tu crées. Et dans tout ce qu'elle me dit, aucun moment, elle me parle d'un pas de danse. Et elle me dit, le plaisir que je prends quand je danse. Tu vois, c'était toujours comme ça. Donc en fait, la danse, c'est mon support. Et je prends conscience que, pas du tout, que en fait, c'est vraiment ce métier positif. Et j'en parle à mon propre coach de l'époque, Florian, si tu nous écoutes, qui me dit, mais tu comprends pas que c'est ça ton métier. Et en fait, je parle de ça du coup avec d'autres élèves en mode, mais y a que elle ou tout. Et en fait, non. Du coup, j'ai 2, 3 retours. Une autre personne que j'écoute beaucoup parce qu'en fait, en plus de la danse, je créais des groupes Facebook. On faisait des soirées pom-pom pour se parler, etc. Et en fait, c'est toute l'émulsion de groupe, la positivité, l'écoute que je leur donnais, les conseils que je leur donnais personnellement, qui en fait leur faisaient beaucoup de bien. Et donc je lui dis ça, il me dit mais en fait t'es coach, t'es pas prof de danse. Et en fait on commence à me demander des conseils sur comment gérer ses émotions, sur comment avoir plus confiance en soi, sur comment sentir mieux dans sa tête, dans son corps. Et donc je teste un programme sur ces personnes-là, sur du coaching, sur des conseils, sur les avoir au téléphone, etc. Et ça marche hyper bien. C'est-à-dire quoi, je teste un programme? C'est un truc c'est des vidéos? C'est gratuit? Ouais. T'essayes de faire un truc C'est-à-dire, je prends en coaching, en fait, 2-3 personnes gratuitement pour savoir si du coup, le coaching, c'est quelque chose qui marche bien. Est-ce que ça marche? Et surtout, le test, c'était qu'est-ce qui se passe si on enlève la danse? Et en fait, oui. Et en fait, ça marche hyper bien. Et là, je me dis, en fait, c'est ça mon art. Tu me demandais ce que c'est mon art, en fait. Mon art, c'est donner de l'énergie positive au monde et faire en sorte que cette énergie positive, il soit capable de la créer sur demande, quoi. Et pourquoi je te parle d'hypersensibilité? Parce que quand j'ai lancé les coachings, je ciblais personne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aidais particulièrement bien les femmes hypersensibles, l'étant moi-même. J'ai creusé le sujet. C'est pareil, de toute façon, tu coaches mieux les gens qui te ressemblent. Hein. Exactement. Et en fait, elles se reconnaissaient dans ce que j'avais parcouru, dans ce que j'avais ressenti. Et puis l'hypersensibilité, ça m'a passionnée parce que je l'y ai travaillé pour moi, pour travailler sur mes propres émotions, sur ma propre façon de voir les choses. Moi, j'ai toujours su que j'étais extrêmement sensible, on me l'a beaucoup reproché. En travaillant sur le développement personnel. T'as toujours su? Parce que j'ai l'impression... Alors, je vais te dire une grosse connerie. Tu me corriges si j'ai une connerie. J'ai l'impression que quand t'es une meuf, t'as ce truc du cliché d'une meuf sensible. Et je me dis, comment tu t'es rendu compte que t'étais encore plus sensible? Ouais, alors faut savoir que j'ai toujours su que j'étais hypersensible, mais j'avais pas le mot. J'ai découvert la terminologie, par contre, je sais plus, dans les années 2014-2015, quand j'ai commencé à travailler sur le développement personnel. Pour moi, en plus d'après ce que j'ai fait pour le coaching. Et en fait, par contre, je l'ai toujours su parce que déjà parce que toutes les filles ne sont pas sensibles comme je suis. Parce qu'en plus, l'hypersensibilité, c'est pas justement le cliché de la nana super sensible. L'hypersensibilité, c'est 3 piliers. Ça va être l'hyperémotivité. Ça, c'est le cliché. Je pleure facilement, c'est le cliché. Mais l'hyperémotivité, c'est l'émotivité. Donc, l'émotivité, c'est à la fois la tristesse, la colère, mais aussi la joie. Et donc, moi, j'ai des joies très intenses, comme je peux être facilement... Enfin, moi, je pleure de joie devant des feux d'artifice, par exemple, tu vois. Tu me mets dans un aéroport, je pleure de joie. Je veux dire, les gens qui se retrouvent et qui s'embrassent, voilà. Donc, c'est l'émotivité... et évidemment, devant les films, devant les pubs, je pleure devant le foot, là, quand il y a un mec qui se blesse, c'est terrible. Et donc ça, c'est connecté à mon hyper-empathie, où j'ai vraiment cette... En fait, j'arrive à visualiser ce que les gens ressentent, et donc je le ressens moi-même, et donc associé à l'hyper-émotivité. Le deuxième pilier, c'est l'hypersensorialité. Donc, t'as le terme aussi médical qui est l'hyperesthésie.
quand ça peut provoquer des douleurs, etc. Donc je suis très sensible à la lumière, aux odeurs, au son, etc. Je suis stressé de l'odeur de mon appartement parce que j'ai zéro odorat. Ah non, c'est neutre. Et j'ai découvert par hasard que j'avais pas d'odorat. Enfin, que j'avais quasiment pas d'odorat. Ah ouais? Donc c'est très dur pour moi de savoir quand les trucs... Moi, pour te dire à quel point j'avais pas d'odorat, quand les gens... tu sais, il y a parfois des gens qui sont dans la rue et qui sont dans le métro qui m'ont dit, et qui parfois sentent très très mauvais. Ouais. Et les gens ont des réactions de dégoût. Ouais. Je me disais, mais arrêtez, vous exagérez en fait. Et j'ai découvert que non, les gens ont vraiment envie de vomir. Ouais, ce qui est marrant, c'est que t'imagines en plus vous exagérez, c'est-à-dire qu'en plus t'as 3 pieds, t'as les gens comme toi qui vont rien sentir, t'as les gens, on va dire, qui ont une sensibilité moyenne, et t'as des gens qui ont un odorat très puissant, c'est-à-dire genre ils peuvent sentir à 100 mètres. Et donc du coup, effectivement, cette sensibilité-là, c'est aussi une sensibilité sensorielle qui fait partie de l'hypersensibilité. Et le 3e point, ça va être en fait le traitement de l'information en profondeur. Donc t'as une très grosse, en fait, dans le néocortex, t'as le fait qu'on pense un peu en permanence. Et après, t'as l'ultrasensibilité qui est en fait les hypersensibles hyper empathiques. Au départ, moi, je pensais que c'était de l'hypersensibilité parce que moi, je suis hyper empathique. Mais des études récentes ont montré que tous les hypersensibles n'étaient pas hyper empathiques. Et donc, il y a une nouvelle terminologie. Tu cachais ça avant? Parce que enfin, à l'école, j'étais à 1000 lieues d'imaginer ça. Si tu m'avais demandé de te décrire, j'aurais dit exactement l'inverse. Alors, vas-y, dis-moi comment tu m'aurais décrit ça. On en avait parlé il y a 4-5 ans, ça m'avait trop surpris. Moi, je t'aurais plutôt comme quelqu'un de hyper froid. Ah ouais? Ah oui, je t'aurais vu hyper froide et hyper meuf qui a confiance en elle. Ah mais oui, de son apparence et du tu vois, alors ça aide, il y a le côté pom-pom aussi qui est dans cette image, mais j'aurais été à 1000 lieues de me dire ça vraiment. C'est après quand j'ai vu de l'hypersensibilité, je suis ok. Mais je sais qu'on en avait parlé une fois quand j'avais fait le live sur ma rencontre avec mon chéri, parce qu'en fait il y a une époque où justement je masquais à fond mon hypersensibilité parce que déjà on m'a toujours reproché d'être hypersensible, on m'a toujours dit c'est trop. Donc il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit je vais masquer. Ouais, mais en fait, tu te dis pas, enfin, ça se fait comme ça, c'est-à-dire tu grandis, on te dit toujours, sois pas si content, enfin, il y a pas de quoi être si contente, tu vois. Genre moi, je peux avoir des joies extrêmes, et par contre, avoir des tristesses ou des moments de stress très rapides. Donc il y a les hauts et les bas émotionnels. Et en fait, au bout d'un moment, quand on te répète toute ta vie, c'est trop, t'en fais trop, tu vois, bah tiens, je te parlais tout au début que je suis rentrée en pleurs alors qu'on ne m'avait rien dit à moi. Mais parce qu'on avait critiqué quelqu'un et j'ai senti que ça lui avait fait tellement de peine, et puis même je me suis dit mais si ça la blesse, et que en fait j'avais fait toute une image mentale dans ma tête justement parce que cette pensée en arborescence où tu fais plein de liens où tu t'arrêtes jamais, et en fait je m'étais dit mais imagine elle s'en rend compte et elle devient triste et après elle se met mal et en plus elle va sentir encore plus, ça va être encore plus dur pour elle, pour le corps, et c'est l'adolescence, et hop, j'avais fait tout un truc et j'étais rentrée mais déprimée, et mes parents m'avaient dit mais de quoi tu nous parles, et pourquoi tu pleures, pourquoi t'es triste? Parce que c'était pas concevable pour eux, tu vois. Et plein de fois, on m'a dit ça tout le temps. Et jusqu'à ce qu'en fait, tu t'accommodes, puisqu'on te dit que tu n'es pas normal, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu t'adaptes. Donc tu t'adaptes. Et ce qui est un peu traite, c'est que les hypersensibles ont généralement une très haute capacité d'adaptation. Et en fait, en rentrant à l'INT, j'ai joué à la fille. Alors, j'avais raconté ça parce que moi, je m'en souviens que pour mon chéri. Mais en fait, quand je suis rentrée à l'INT, à l'école de commerce, pardon, quand je suis rentrée en école, j'ai pensé que pour être une fille bien, il fallait que je sois cette fille qui avait confiance en elle, qui était surtout pas sensible, et j'ai masqué ça à fond. Ça a marché, hein. Sache que ça a marché. Ah ouais, mais attends, mais moi quand tu m'as dit ça la première fois, mais je suis tombée des nues parce que pour moi, je suis tellement cette petite femme enfant pétillante, souriante et abordable. Enfin moi j'aime tout le monde. Je veux dire, à part si tu me déçois et que tu te comportes mal, j'adore, tu vois, j'adore parler aux gens et tout. Et quand vous m'aviez sorti ça avec Benoît, là, pendant le live... Ah ouais, j'étais pas le seul à avoir dit ça. Ouais, j'étais choquée, mais mais ça m'a trop choquée. Je me suis dit, mais comme quoi, le masque qu'on est capable de porter par peur... Et en fait, moi, j'ai mis plusieurs mois, en fait, avant qu'on... En fait, c'est quand j'ai vu que ça marchait pas avec mon chéri, cette attitude-là. Enfin, en fait, juste, ça a pas marché. Et en fait, d'être désemparée, je me suis dit, bon, lâchons tout, quoi. Je veux dire, à un moment, j'arrivais pas à masquer ma tristesse, j'arrivais pas à masquer tout ça. Et finalement, il a découvert la vraie personne que j'étais. Et ouais, mais comme quoi, ça me choque qu'on ait entendu ça. Ouais. Mais ça, c'est un truc d'hypersensible, malheureusement, t'as plein d'hypersensibles qu'on considère hyposensibles ou froids ou machin, parce que par protection, ils se sont adaptés. Mais pour se protéger, des fois, il y en a des gens qui ont vécu des situations dramatiques et qui sont obligés pour survivre de masquer leur hypersensibilité,
On parle même pas des hommes, mais dans le genre la masculinité toxique, genre un mec ça pleure pas et c'est comme ci comme ça. Dans les hypersensibles, t'en as plein. Dans les femmes aussi, à qui on dit mais t'en fais trop, ah t'exagères, t'es une chochotte. Avec cette image de la femme fragile, qui est complètement débile. Donc moi c'est vrai que c'est ça. Souvent je parle d'hypersensibilité positive parce que c'est aussi montrer cette énergie positive dans l'hypersensibilité quand tu la connais, comment tu t'adaptes. Et comment tu t'en sers pour prendre confiance en toi, mais sainement, quoi. Pas pour faire semblant, sans te cacher, surtout. Sans te cacher, ouais, complètement. Et donc aujourd'hui, ce que je veux, c'est permettre à tous de se sentir bien dans leur peau, quoi. Mais en étant eux-mêmes, justement. Alors donc l'hypersensible, j'ai remarqué que c'est des personnes... Je pense que même dans mes cours de danse, finalement, j'attire particulièrement à moi des gens comme ça, même si c'est pas 100% des gens. Mais parce que finalement, c'est les gens que je connais par cœur, quoi. Je les connais par cœur, je sais par quoi ils sont passés, ils se reconnaissent exactement dans ce que je leur dis, et surtout, je connais les outils qui marchent bien pour eux, quoi. Si tu faisais un livre, il s'appellerait comment? Il parlerait de quoi? Ah, ce serait une bonne question, ça. Si, pas forcément, je dis un livre, mais ouais, un message, si t'avais un message au monde à apporter, un truc, une œuvre à montrer à des gens. Ce que je répète le plus, c'est tu mérites le meilleur et ceci est non négociable. Oh, j'aime beaucoup c'est un long titre, mais j'aime beaucoup ce titre. Super. C'est mon slogan. Et comment on obtient ça avec de l'énergie positive. Merci Élise. Merci à toi. Si les gens doivent te retrouver quelque part, ils tapent quoi? Ils font comment? Ils tapent Élise Bouskila, mais comme c'est pas forcément facile à épeler, tout est au nom d'Élise Pom Pom Girl. Je sais pas quand est-ce que les gens écouteront ce podcast, parce qu'en fait aujourd'hui il y a un peu ce questionnement autour du nom, de est-ce que je vais garder. Aujourd'hui en tapant Élise Bouskila ou Élise Pom Pom Girl, vous tombez sur mon site, sur mes réseaux sociaux, sur les vidéos, tout, et vous venez m'écrire. Cool, super, merci. Merci à toi, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine, ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode, alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du Syndrome de la Page Noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.